Salut à tous et bienvenue sur Jab Live pour le 21e épisode de Jab Nook. Jab Nook, votre émission consacrée à la boxe anglaise. Et je suis avec mes deux compères habituels, Dylan et Kabir. Comment ça va, Kabir? Ça va, super, merci. Et vous, l'équipe, la forme? Ça va. Dylan, tout va bien? Nickel, mes hommages tout le monde. Bonjour. Ouais, exactement. Et puis comme c'est un gros week-end de boxe et on va vous parler dans cette émission, et puis même au-delà du week-end, puisque lundi, on aura quelques Japonais qui vont se battre, on est obligé de sortir l'artillerie lourde. Monsieur Pipa, Philippe, comment ça va? Nickel, gros week-end de boxe qui a eu du coup très chaud. Ouais, il a choisi son camp, mais on vous en reparlera tout à l'heure. Kabir et moi, on n'est pas avec lui. On n'est pas ensemble avec Pipa cette semaine. Messieurs, il y a une grosse actualité, je vous l'ai dit, il y a une grosse carte samedi à Riyad qu'on va disséquer avec 4 énormes combats pour des championnats du monde. Cette carte au Japon avec Tenshin contre Takuma Inoue, c'est les deux visages qui sont derrière Philippe, ce sera lundi matin comme d'habitude, les jours et les un peu décalés pour le Japon, pour la boxe. Mais avant, on va faire un peu un tour de l'actu. Vous l'avez vu, si vous avez regardé notre miniature, parce que c'est quand même un des événements à noter. On en a parlé un peu la semaine dernière avec Dylan et Kabir. Philippe va nous donner aussi son avis cette semaine. Eh ben, ce qu'on pensait pour un délire a été officialisé, vraiment. 19 décembre, Miami. Anthony Joshua affronte Jake Paul et cerise sur le gâteau. Ce n'est pas une exhibition, comme on s'en interrogeait Kabir et Dylan la semaine dernière. C'est un vrai combat de boxe officiel en poids lourd, 8 fois 3 minutes, des grands de 10 onces. Joshua qui ne peut pas peser plus de 245 livres, mais c'est pas forcément un désavantage pour le coup. C'est une folie, les gars. Je vous laisse la parole, puis je donnerai mon avis aussi. Mais Dylan, on en a parlé la semaine dernière. C'est ouf, il va l'envoyer à l'hôpital s'il est sérieux. Alors c'est ouf, par contre, premier petit bémol, j'avais oublié ça, je l'ai vu passer sur Twitter. Jake Paul, la dernière fois qu'il a dû combattre un vrai boxeur, on parle pas de Tommy Fury, c'était Asim Rak Junior, et Jake Paul a pull out. Voilà. Juste, je rappelle ça. Ça a son importance parce que tant qu'ils sont pas dans le ring, ça peut être juste un effet d'annonce. Voilà. Ça, faut pas l'oublier que Jake Paul, il peut pull out à tout moment. Ils peuvent nous vendre comme ils veulent. Moi, tant que je les verrai pas dans le ring, j'y croirai pas. Parce que vraiment, j'ai réfléchi à la question, je me suis dit, encore une fois, je vois pas ce que Jake Paul a y gagné. Je vois pas. Alors, s'il monte vraiment sur le ring et si, d'ailleurs, ce que tu as mis sur Twitter, Alex, et ça a déclenché un débat. Et moi, j'ai eu un débat avec un mec qui avait la vision opposée, je pense, de ce qu'on a. C'est que si Jake Paul monte sur le ring et combat Anthony Joshua, pour moi, il a une sacrée paire de cojones. Et je voyais plein de mecs qui disaient bon non, pour 200 millions toi aussi tu me montrais sur le ring. Non mais faut arrêter les conneries, déjà je suis pas sûr que ce soit 200 millions. Ensuite non, parce que enfin vraiment les gens se rendent pas compte, je crois, de ce que c'est de monter dans le ring contre un mec comme Anthony Joshua. Tu peux ressortir paralysé pour le coup. Jake Paul, il avait plein d'autres adversaires à prendre qui auraient fait autant d'argent. Faut être sérieux 2 secondes. Même s'il était contractuellement on va dire, serré par Netflix pour faire un combat de grande ampleur pour remplacer le combat contre Tank. Quoi qu'il arrive, il y avait d'autres combats à faire. Il pouvait faire le combat contre KSI, là, que tout le monde attend. C'est influenceur contre influenceur. Il aurait pris autant d'oseille et on n'en parlait plus, tu vois, il prenait aucun risque. Euh, pour moi, là, le clown de l'histoire, pour moi, c'est Joshua. Parce que lui, pour le coup, il y avait d'autres combats qui faisaient autant de pognon et où il passait pas pour un débile. Et même où il prenait pas beaucoup plus de risques, je pense notamment à un combat contre Wilder. Hein. Enfin, je pense que Wilder, à ce moment-là de sa carrière, il est pas hyper dangereux. On l'a vu dans les derniers fights, il a toujours un énorme punch, j'imagine. Mais bon, il faut qu'il te touche et il a plus envie de se battre et il arrive plus à se déplacer. Tu fais un combat, tu fais Joshua Wilder à Wembley, tu fais plus d'oseille que contre Jake Paul, je pense, vraiment. Surtout que ça l'embarque dans un truc de dispute contractuelle, parce qu'on rappelle que Joshua, il est engagé contractuellement avec DAZN. Il est obligé de faire tous ses combats sur DAZN. Il a une exclue. C'était le premier boxeur qui avait fait ça, c'était exclu avec DAZN. Là, il va sur Netflix. Donc, il a dû négocier. Ils ont dû payer DAZN pour que DAZN accepte que Joshua combatte sur Netflix. Enfin, je trouve que c'est très compliqué pour un combat qui a aucun sens sportivement. D'exposition non plus, parce qu'un mec comme Joshua, il a pas besoin de ce genre d'exposition. Un mec comme Jake Paul, il aurait pu combattre contre n'importe qui. Moi, c'est un combat que je comprends pas, en fait. Voilà, je comprends Alors, rien. je vais mettre un bémol par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière et que tu viens de redire, Dylan. Moi, en fait, en y réfléchissant, je me dis qu'il y a peut-être un truc quand même qui est en fait plus vendeur avec ce combat-là que les Tank ou autre chose. C'est-à-dire que là, il y a des mecs qui auraient peut-être pas regardé Tank contre Jake Paul, mais qui vont se connecter. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce que vrai combat de boxe et que les mecs vont se dire est-ce que je vais voir Jake Paul se faire assassiner sur un ring, tu vois? Très malsain en fait comme approche. Mais est-ce que ça va pas permettre Kabir de vendre en fait plus ce truc-là parce que bah,
Là, on joue sur le côté vraiment malsain du spectateur qui va vouloir voir un massacre en règle, en fait. Exactement, au même titre que ce qu'on a eu avec le fight avec Tyson, où en fait, tu sais que c'est pas pour le divertissement, c'est pas pour le sportif, c'est limite un peu morbide. On se disait qu'avec Tank, on n'aurait pas eu forcément un fight qui irait jusqu'au KO. On aurait peut-être eu un Tank qui aurait fait un peu de provocation, un peu de trash talk. Ça aurait été marrant même l'avant-combat. Mais là, Joshua, surtout quand on voit ce qu'il a fait entre grosses guillemets un non-boxeur, en la personne d'Ngannou, qui, on le rappelle, avec tout le respect qu'on a, c'est pas un boxeur professionnel initialement. Il a envoyé parallèle au plafond et sous assistance respiratoire, sur un seul coup, il a perdu des mois, peut-être des années de vie. Donc tu dis un gars comme Ngannou qui finit comme ça, c'est Jake Paul qui est sur le ring et que le combat est sérieux. En fait, j'ai l'impression qu'on se demande beaucoup qui va perdre dans l'histoire, mais en tout cas, en tant que fan, nous, on perd beaucoup parce que sportivement, on loupe des belles oppositions de Joshua qu'il n'a toujours pas eues. Je trouve qu'il se condamne à ne plus rentrer dans, on va dire, le top du top en termes d'héritage des poids lourds de cette génération, alors qu'initialement il y était. Alors qu'il y a 10 ans, c'était un nom qu'on pouvait mettre à côté de Fury, qu'on pouvait mettre à côté de Wilder aussi à une certaine mesure. Et en fait, après les fights contre Usyk, bon, petit à petit, il y a eu un gros déclin qui fait que finalement, ça restera qu'un énorme poids lourd, une méga star, un visage de la boxe britannique et mondiale, mais pas forcément le champion qui restera dans l'histoire des poids lourds. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il réalise ça, qu'il se dit bah, autant prendre le plus d'oseille possible et prendre le moins de bobos possible. Donc, quitte à prendre un influenceur, parce que je vois ses déclarations, lui, en gros, il dit limite, il prend le fight que pour le buzz. Parce que tu le dis, Dylan, c'est pas une histoire d'argent. S'il veut faire un fight à Wembley, il prend Fury à Wembley, il peut prendre Wilder à Wembley, il peut prendre, on parlait d'Yoka même à un moment, justement pour un combat de rebond entre deux Olympiens. Il y avait 1 million de narratifs qui étaient beaucoup plus intéressants que celui contre Jake Paul. Et là, du coup, je me demande vraiment qui gagne dans cette histoire parce ils paraissent tous ridicules et il n'y en a aucun finalement qui gagne dans l'histoire. Tu as Jake Paul qui prend le risque de perdre des mois et des années de vie. Tu as Joshua qui s'écarte encore plus d'un potentiel legacy fructueux. Et tu as nous, les fans derrière, qui allons regarder ou pas une exposition morbide et qui allons encore avoir une image de la boxe qui est encore plus mauvaise que celle qu'on a actuellement, quoi. Si je suis en rappel qu'il a perdu contre Tommy Fury, hein, Jake Paul, le seul combattant, enfin vrai boxeur qu'il a affronté. Tu mets Tommy Fury face à Joshua, ça dure 30 secondes, cette Oui, histoire, normalement. Donc il n'y a pas de raison que ça dure. Donc c'est en effet, en plus, s'il le massacre pas, il passe pour un con. S'il le On va dire massacre que c'est pas, truqué. tout le monde va dire que c'est truqué. Voilà. exactement. Enfin, il y a vraiment, oui, il y a pas grand sens à Il y en tout a pas. ça, à part juste, je te dis, le côté très malsain que les gens se connectent pour voir un mec aller à l'hôpital parce qu'il se fait cartonner par une droite de Joshua. Philippe, on t'a pas entendu, tu n'étais pas avec nous la semaine dernière. Quelle est ta pensée sur cette petite chose qui a été officialisée? Tu sais, moi, j'ai jamais trop critiqué ce que Jake Paul y faisait tant que ça prenait pas la place à d'autres boxeurs professionnels. Donc, j'avais un problème avec le combat déjà avant Davis parce qu'il était encore champion. Là, ça me posait problème. Qu'il fasse des combats contre Ben Askren, Ned Diaz et tout, qui ont fait leur carrière au MMA, je m'en moque un peu. Tant mieux pour lui, limite. Enfin, après tout, il a one boxé comme tout le monde. Il a fait des trucs plutôt sympas pour la boxe, notamment avec les femmes, on en a déjà parlé plusieurs fois. Moi, je pense que ce combat, il va jamais exister. Il va pull out, il va jamais combattre, Jake Paul. Même si je pense que c'est un mec qui a un ego qui est sûrement super développé, je pense qu'il va jamais, jamais, jamais combattre et que c'est un coup de pub et que c'est un coup de pub pour Joshua également. Et je veux pas faire le complotisme, mais il est sûrement habillé pour juste participer à ça et qu'il y aura un vieux remplacement où Joshua va pull out. Enfin bref, j'y crois pas une seconde que ce combat va arriver. Et de toute façon, je fais ni confiance à Joshua, ni confiance à Jake pour faire un truc honnête. Donc mon point de vue, il est déréglé là-dessus. Celui qui me déçoit, je suis d'accord avec Kabir, c'est Joshua là. Parce qu'OK, il a perdu contre Dubois et il a perdu contre Usyk, blablabla. Mais enfin, il n'est pas fini, sa carrière, elle n'est pas terminée. À Joshua, il a encore plein de choses qu'il peut faire. Et accepter ça, même si ça ne va pas forcément le ralentir énormément dans sa carrière, ça me prouve qu'il a déjà, enfin, ça me donne l'idée qu'il a déjà un pied vers la sortie, quoi, et qu'il n'est pas prêt à redonner au public anglais, surtout un dernier combat contre Fury, même si Fury a perdu, c'est pas grave. Je veux dire, tu me dis qu'il y a Fury Joshua, moi j'y vais, hein. Enfin, c'est ça, c'est comme si Joshua il se valorisait plus, tu vois, qu'il voulait juste prendre un des gros chèques et partir. Et ça, c'est un peu dommage parce que Joshua, c'est quand même un athlète d'extrême qualité. Moi, je trouvais que c'était un boxeur que, sans être un de mes préférés, mais des petits musiques tout le temps, c'est quand même un mec que j'aime bien regarder boxer. Et j'aurais bien aimé qu'on lui pompe toute la boxe qu'il a en lui avant qu'il parte, quoi. Et donc, qu'il fasse ça un peu, ça me donne l'idée que, bon, bah, tu peux le rayer de la carte des contenders, quoi, ou des gros combats à venir, quoi.
Et ça restera un gros what if, hein. On se dira: «Mais s'il avait pris Fury, s'il avait pris, Wilder à tel moment, à tel moment» et c'est dommage de ne rester que ça quand on voit son Après, tu sais, parcours. je suis d'accord sur le what if, mais il a quand même été champion, tu vois? Il a fait du truc, mais il aurait pu être plus, effectivement. C'est un peu ça qui est dommage, ouais. Mmh. Non, mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière, quand on était, tous les 3 avec Dylan et Kabir, Philippe. Il aura cette phrase existe, quoi. Si ce combat existe, parce que je peux vous suivre, hein, Dylan et Philippe. Peut-être qu'on est sur un énorme coup de pub, que ça va pull out au dernier moment, que Jake Paul, il devait une date à Netflix, donc il a fait en sorte qu'il y ait un truc officialisé. Et puis après, bah écoutez, désolé, je suis blessé, désolé Netflix, mais j'ai rempli ma part de contrat, on avait signé, tu vois. Et puis voilà. Rappelle que Turquie, il a parlé d'un combat en février à Riyad En février, en juillet. Donc, pour Joshua, et ça en aurait été, juillet, ouais. ouais, en plus en juillet, en teasant que ce serait Fury. Donc, ouais, peut-être qu'on est sur juste un énorme coup de manipulation et qu'on le verra pas du tout. Mais si jamais ça arrive, Philippe, cette phrase existera. Joshua aura boxé Ngannou et Jake Paul avant Fury. C'est un choix de carrière après. J'ai fait une Carmelo Anthony, mais même Carmelo, non, je sais pas, parce que Carmelo Anthony, il a choisi de rester à New York en prenant genre toute la masse salariale du club et en n'ayant aucune capacité à devenir champion, alors que c'est un mec talentueux comme il n'y a pas. Et Joshua, c'est un peu ce qu'il fait, mais tard dans sa carrière, quoi. C'est-à-dire que le combat contre Fury, ce serait horrible qu'il arrive jamais, vraiment. Ce serait vraiment, vraiment dommage. Bah, déjà Et qu'il va arriver trop Mince. tard. Et puis il va arriver trop tard déjà, donc il aurait dû arriver pour l'Undisputed à Wembley. C'est un combat qui aurait dû être historique, qui aurait dû rester dans les annales au-delà juste du kiff des deux noms. C'est un combat qui aurait dû arriver à leur prime pour les 4 ceintures. Déjà, ça c'est un truc qui sera toujours un énorme échec de la part des promoteurs Bien anglais. sûr. Vraiment, ça ce sera une catastrophe historique. Ça aurait pu être là, tu rentrais dans le top en termes de magnitude du top des combats poids lourds historiques. Là, Ali Frazier, enfin, on était dans cette catégorie-là de puissance médiatique, de puissance de feu, vraiment, ou Ali Foreman. Louis Smelling, enfin là, tu commences à rentrer dans un truc plus grand que juste la boxe, et ça, ce sera toujours un échec. Moi, il y a un autre truc qui me dérange aussi par rapport à tout ça, c'est que si le combat se fait, s'il y a une chance sur 1 milliard que ça arrive, imagine, Lucky Punch, Jake Paul gagne le fight. Non, non, mais c'est de la boxe, ça peut arriver. Il y a une chance Ouais, sur bien un sûr. milliard, mais ça peut arriver. Il y a Bien toujours une sûr. réalité parallèle en boxe. Ça veut dire que Jake Paul, on connaît la WBC, il devient mandatory, hein. Je veux dire, dans la seconde, hein. Ce genre de truc là, parce que Joshua il fait ça aussi. S'il combat vraiment, il donne un potentiel ticket. Encore une fois, hein, c'est le ticket d'or de Willy Wonka, une chance sur 7 milliards. Mais il donne la potentialité que Jake Paul devienne un contender sérieux chez les poids lourds. Je Mais ne sais pas serait-ce si que on se s'il rend. arrive à le toucher, hein. En vrai, le KO, j'y crois vraiment très peu, mais ne serait-ce que s'il arrive à le toucher, s'il arrive à ne serait-ce que l'esquiver, parce que je me souviens que tu avais le fight avec Mayweather où il y a eu des highlights des meilleurs mouvements de Paul, tu vois. C'est-à-dire les gens, ils vont se, tu sais, on va retirer tout le combat, on va prendre des extraits, faire croire qu'en fait, il y a eu quelque chose, il y a eu matière. Et puis, je sais pas, si tu as un scoring douteux, on verra finalement dans 20 ans dans le Mais c'est box rec que c'était impossible. pas, que tu vois, c'est impossible, mais on sait pas, il peut y avoir des salades pas fraîches hein, sur un malentendu. Non, mais par contre, si ça se passe comme ça, vas-y Philippe, vas-y Philippe. C'est pire, ça Par se contre, quand tu vois la philosophie et la mentalité des mecs comme Joshua, quand il est avec Ngannou, tu vois, il rigole pas. Même si Ngannou, il a pas beaucoup d'expérience en boxe, il a quand même fait un combat contre Fury que tu peux scorer pour lui. Ça reste un mec qui est immense. Tu l'as vu tuer, enfin, décapiter des mecs dans un autre sport, mais quand même. Donc, tu as un sentiment de peur qui fait que tu vas combattre, en fait. Donc, Joshua, dès le début, contre Ngannou, tu vois, il est vraiment concentré, tu vois. Et donc, bon, bah, il le termine rapidement. Moi, ce que j'ai peur, si jamais ça arrive, ce combat là, c'est que Joshua, il joue avec Jack. Il a aucun, tu vois, il a aucune peur, aucun truc qui revient qui lui fait peur. Et donc, juste, c'est un sparring pendant 8 rounds. Où en fait, Voilà. il vient juste pour mettre en avant, oh, Jack, quel tough guy, blablabla, alors qu'il lui a juste eu des jabs au ventre pendant 8 rounds. Ah oui, il baisse les mains, il tente un uppercut du bras arrière et il prend un contre. Bon, c'est Sur un excès de enfin, jeu, ouais. enfin, c'est pour ça, ça peut arriver. Encore une fois, c'est pas censé arriver. De toute façon, ce combat est même pas censé se faire, donc voilà. Mais c'est pas censé arriver. Mais enfin, ça reste de la boxe poids lourd. Jake Paul, c'est quand même un mec de 100 kilos entraîné, donc il t'attrape au menton, tu tombes, hein. Pour le coup, ça, y a pas de. Bon, surtout que Joshua, il est dans une phase de sa carrière où il est vieillissant. Il a pris des coups, il sort d'un énorme KO, même si c'était il y a plus d'1 an. T'es pas à l'abri d'un mauvais coup, encore une fois, d'un lucky punch, l'autre il se baisse, il tente un overhand, un vrai coup de poing sacoche. Tu sais pas, hein. Franchement, alors c'est une chance sur 1 milliard. Normalement, ce qui doit se passer, c'est Joshua, Jack Paul, ils avancent au centre du ring après la cloche, 1-2, KO. Enfin, normalement, il n'y a même pas de. C'est un jab, un direct du bras arrière, fini, tu vois. Mais
Joshua, il fait chier parce que, on a toujours eu des freak shows dans la boxe, on a toujours eu les Ali contre Inoki, ce genre de trucs et tout. On a toujours eu. Le problème, c'est que là, Joshua, c'est un ancien champion du monde unifié, deux fois même, qui a été chercher les ceintures lui-même, tout ça. Le mec a combattu contre Klitschko. Il a quand même une carrière de fou. Il y a 1 an, il était à Wembley contre Dubois pour la ceinture IBF. Il était le A-side, et vraiment, il était le A-side. J'y étais pour couvrir la Fight Week. Je vous jure, Joshua, c'était la superstar et c'est le champion, en fait. Alors que Dubois était le champion en titre, Joshua, c'était le champion. Personne ne se posait la question si Dubois allait gagner ce fight. Enfin, c'était admis, et pour moi le premier d'ailleurs. On était avec Kabir à Wembley, on peut vous le dire, la superstar, c'était Joshua. C'est lui qui est rentré en deuxième, c'est lui qui est rentré dans le coin, tout ce que vous voulez. Joshua était fait pour gagner ce combat, pour être le champion du monde, pour aller vers un combat potentiellement contre Fury, pour aller vers une trilogie contre Usyk pour l'Undisputed, peu importe. Et 1 an après, il se retrouve à boxer une célébrité C'est ça. qui n'a pas un combat sérieux et qui a fait un combat contre un boxeur pro qui est aussi un candidat de télé-réalité et il l'a perdu. Enfin, je sais pas si on se rend compte en fait. Le changement, la vitesse à laquelle la carrière de Joshua prend un tournant à ce moment-là. Et après, on nous dit oui, mais il combat en février, il va avoir un vrai combat en février. Et après, il combat en juillet contre Fury. Oui, d'accord, mais c'est pas un combat contre Jake Paul qui va le remettre en selle quand même. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est un sparring, en fait. Comme si ça arrive, c'est un sparring. Et encore. Mais plus je vous entends parler, plus en fait, ouais, j'espère que c'est un coup de pub. J'espère que c'est Ouais. juste un coup de pub. J'espère pour tout le monde, en fait, tu vois. Que ce sera juste ça. Et sinon, bah oui, et si c'est même pas scripté, ça se trouve, Philippe, il a raison. Ça se trouve, ils le font et pendant 8 rounds, il s'amuse, en fait. Il fait des Ali Shuffle, tu vois, il recule avec les mains baissées. Il rigole, mais ça, on le verra, en fait. En tant qu'amoureux de la boxe, on le verra aussi direct. On verra qu'il a pas fait ce qu'il devait faire. Philippe conclut là-dessus et on passe à la boxe plus Euh, intéressante de ce week-end. Moi, je le verrai pas parce que je l'ai jamais regardé, si ça arrive. Mais deuxièmement, pour les gens qui vont regarder, je reviens juste sur ce que disait Dylan. Effectivement, Fury et Joshua, ça aurait dû arriver dans le passé, il y a déjà quelques années, et ça aurait été un combat mastodon. Mais comme je l'ai dit un peu avant, je pense aux fans anglais de boxe. Ils sont quand même vachement proches. Il y a quand même une connexion immense entre les fans de boxe et les boxeurs professionnels en Angleterre. Et Joshua, c'est quand même une star, mais monumentale. Et les gens qui sont fans de Joshua sont pas fans de Fury. Il y a vraiment une division, il y a vraiment deux clans terre et net. Comme des clubs de foot. Et là, Ouais. voilà, exactement. Et donc, il y a une ferveur incroyable. Et donc, même s'ils sont en dehors de leur prime, et que c'est dommage qu'on ait loupé, les promoteurs aient foiré ça, je pense que l'anglais, il a quand même envie, et les Européens, en vérité, on va dire ceux qui peuvent se déplacer, d'aller voir, même s'ils sont vieux ou qu'ils sont en dessous, Fury et Joshua un jour dans un ring. Ouais, mais C'est ça, on n'y pas, même si ça n'aura pas d'importance en termes d'héritage, que ça aurait pu l'avoir à une époque, je pense aux fans anglais qui se disent putain, il manque Joshua, il revienne combattre, et qui se disent quoi. En plus, c'est même pas en Angleterre. Ouais, c'est genre, tu sais, qui se dit bon, en fait, le mec que j'ai supporté pendant 10 ans, c'est comme ça qu'il me remercie, quoi. C'est un peu ce côté-là moi, qui m'attriste quand j'apprends cette nouvelle. Mais tu vois, même en timing, c'est marrant le parallèle qu'on peut faire sur le côté trop tard, dont parlait Dylan et dont tu parlais aussi. Euh, ce combat, il aurait dû avoir lieu en 2020. Quand Joshua n'a pas encore affronté Usyk, que Fury est revenu et a repris la ceinture contre Wilder et tout. Donc, si tu regardes en timing, si ça a lieu en 2026, ça fait 6 ans. On est exactement sur Mayweather-Pacquiao, qui a lieu en 2015, alors qu'il doit avoir lieu en 2009, max 2010, pour qu'il soit vraiment au sommet du truc. Donc, c'est ce genre de truc que tu l'as juste trop tard. Heureusement qu'on a des Inoue Nakatani, Philippe, pour le faire au bon moment et ne pas attendre. Il n'est pas encore fait, calmez-vous, calmez-vous. non, ils sont sérieux, les gens sérieux. On Saut, là. ouais. Arrêtez. Tant que là, c'est pas fait, c'est pas fait. 27 décembre, à la fin de leur combat, ils montent dans le ring, ils officialisent, on a la date, on prend les billets. Direction Il y a Japon, Dylan, Il y a direction intérêt. Japon. Tu le Il y a sais. intérêt. En actu poids lourd, avant qu'on passe au combat de ce week-end, juste pour dire un mot là-dessus, mais Alexander Usyk n'est plus le champion undisputed, n'est plus le champion incontesté à 4 ceintures des poids lourds, puisqu'il a abandonné sa ceinture WBO. On se souvient que la WBO avait ordonné au début, Parker, quand c'était Joseph Parker, champion intérimaire, qui fasse le combat, il avait eu une dérogation. Après, on l'avait vu danser dans une boîte de nuit, ce qui avait dû beaucoup plaire à la WBO à l'époque. Finalement, donc c'est Fabio Wardley qui a récupéré. On vous a fait le débrief de ce combat-là, la ceinture intérimaire en battant Joseph Parker. Usyk, donc a priori, ce qu'on a compris, c'est qu'il voulait pas affronter Wardley, pas prendre son mandatory, quoi. C'est pas son envie. Donc il a abandonné la ceinture et c'est Fabio Wardley qui devient champion WBO tout court, on va dire. Pas de chance quand même, Parker, dit la fin. Ah ouais. La semaine de Parker, mais c'est surtout la semaine de Parker parce qu'il est tombé du coup pour cocaïne.
Oui, en plus, c'est vrai, voilà, faut l'évoquer. Bon, on va attendre l'échantillon B, hein, c'est comme d'hab, tu peux pas tomber sur quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a à minima 2 échantillons pour éviter les contaminations, tout ça. Bon, Joseph Parker qui tombe pour cocaïne, qu'il aurait pris avant le fight. Donc, c'est un fight, en fait, qui va détruire sa carrière parce que c'est sur le fight, du coup, il perd sa ceinture intérimaire qui aurait pu l'élever au rang de champion du monde. En plus, il se fait tester positif pour substance bannie, ce qui était la première fois de sa carrière. Enfin, c'est un fail qu'il aurait jamais eu. C'est terrible. Ouais, la poisse, hein. Ah ouais, bah là, ça fait beaucoup. Donc après, si effectivement, s'il a pris de la cocaïne juste avant le fight, bah écoute, tu joues avec les règles, tu te fais choper, tu perds, bah écoute, c'est comme ça, hein. C'est bien fait pour lui, il avait qu'à pas jouer. Mais même s'il tombe, enfin même il arrive à prouver son innocence dans cette affaire-là, c'est quand même terrible parce que du coup, il prend un fight qu'il n'est pas obligé de prendre, il a juste à attendre et bah, du coup, il a perdu sa ceinture intérimaire. Il est dans une position compliquée où il sera peut-être probablement plus jamais champion du monde. Il a déjà été champion du monde WBO quand il était jeune, hein, quand il avait 24 ans, quoi. Mais là, il sera probablement plus jamais champion du monde et par contre, bravo Wardley, quoi. Wardley Ouais. qui aura été champion du monde, un mec qui avait 5 combats white collar, on vous a expliqué ce que c'était la dernière fois, avant n'importe quel Olympien de 2016-2020 chez les lourds, quoi. Ouais, c'est dingue, hein, le parcours qu'il a et surtout qu'on l'attendait pas sur ce fight. On savait que c'était pas un fight d'activité, mais on n'était pas parti sur un Bravo. 50-50. En fait, c'était la bonne route qu'il a pris, Wardley. Ouais. Et ouais, Kabir, sur ça, on comprend quand même, musique, qu'ils prennent pas Wardley, ça va être les derniers combats de sa carrière. Ah bah Philippe d'abord alors. Je te redonne la parole, Kabir, mais j'ai vu sa tête là, c'est intéressant. Philippe. Mais il attend qui, Uzi? Ou un Il fait festival de foot combattre? Mais non, il veut faire ce qu'il veut. bah si. Pas un jour où, Bah si, il a battu tout le monde. Il a battu tout le monde. Normalement, mais dans ce si cas-là, dans ce cas-là, prends ta retraite et laisse les gens faire leur vie, en fait. Genre, moi, j'ai défendu Usyk toute ma life. C'est genre, il a pas de privilège parce que je l'aime bien. C'est genre, Wardley, il mérite de ouf. Il a battu Parker et il a battu d'autres personnes d'avant. Il veut pas faire Fury 3 parce qu'il n'y a aucun intérêt à faire Fury 3. Il reste personne. Il fait quoi? Il attend que Thomas il gagne dans quelques jours pour dire, vas-y, je prends le jeune. Si c'est pas lui, je vois pas, il y a qui? Il y a personne d'autre. Je commence à être Donc, je vois d'accord pas avec si Philippe, moi. J'étais d'accord avec toi, Kabir, avant. Je commence à être d'accord avec Philippe, là. Sur le côté. Il a fini le jeu pour moi aussi, mais du coup, part à la retraite. Enfin, tu prends pas la catégorie en otage. Moi, je suis assez d'accord avec ça, par contre. Et Wardley Usyk, moi, je trouve que c'est un bon combat. Parce que du coup, tu sais très bien qu'il n'y a personne qui a la capacité technique pour rivaliser avec Usyk. Par contre, Wardley, il a un mental de malade. Il frappe comme un sourd. Tu sais jamais, toi, t'as toujours en main ce truc de dire, bon, bah, puncher chance, tu vois. Et lui, bah, je sais pas, dans ce cas-là, ça va à quoi de faire combattre Parker et Wardley pour cette voiture intérim si le vrai champion derrière, tu ne l'as pas en récompense. Donc, je te dis pas qu'Usyk, il est obligé de le prendre. Mais c'est juste que comme il n'y a pas d'autre option, je me dis, bah, ok, bah, si tu prends une année sabbatique, frérot, prenez-le. bah, il y a plein d'autres options dans la caté poids lourd. Il y en a plein. Avec, on parlait de Kabayel, on parlait. Tu sais, parce que tu perds. Ça veut dire le combat en janvier, en plus. Ouais, donc en plus, tu vois. Ça veut dire que c'est pas avant. Ozzy Caballé, il a battu qui a le niveau de Parker. Il n'a jamais. C'est des gamins encore, ces mecs-là. Ils n'ont rien fait qui prouve qu'ils peuvent entrer dans un ring avec Usyk. Wardley, il vient de le faire. Avec un seul fight, tu vois, c'est pas non plus. Il est plus légitime que Kabayel. Le mec, Pardon? en battant le mec qu'il fallait battre. Ouais, c'était le mec le plus légitime derrière. Mais après, pour moi, quand tu dis qu'il a pas le droit, il a le droit, il a battu tout le monde. Enfin, je comprends qu'on dise qu'il prenne la catégorie en otage, mais derrière, tu peux pas non plus le forcer à prendre n'importe qui, n'importe quand. Moi, je me dis que le mieux, au vu de sa position dans sa carrière, c'est de prendre le fight le plus lucratif. Parce qu'il n'y a plus de question de legacy, il n'y a plus de question de compétitivité. Parce que déjà, tu mets Wardley, Usyk dans la même phrase. Déjà, c'est bizarre. Genre, Kamayev, il n'y a personne qui le connaît. Kamayev, il y a le 3 Allemands avec 2 Français qui le connaissent. Mais pareil. Et Wardley, au moins, il ramène un public britannique. Toi, Usyk, il a fait toute sa carrière. Oh, je sais pas, je pense. Et donc, Je sais pas. donc Kabir, c'est Fury 3 pour toi, le plus lucratif? C'est Itoma, mec. Enfin, je suis gourmand. Moi, je vous dis Itoma parce que là, tu te dis c'est le fight en termes de lucratif. Itoma, c'est le chouchou de Turquie. Ah, Pour moi, et en fait, ce serait légitime. Je suis d'accord avec toi. Wardley, il mérite plus qu'Itoma. Mais si je veux voir Usyk contre un gars pour un dernier fight, je vais pas voir contre Wardley. Ça va être Wardley, j'ai suicide Thomas, hein, les gars. Beaucoup, je pense. Ça- Je pense que Wardley, je dois rester avec beaucoup plus que vous, en fait, là-dessus. Genre, moi, Wardley, je ne fais pas une pièce sur Koiba Usyk, mais je regarde ce combat beaucoup plus que si c'est Itoma ou Kamayev. Je pense qu'Itoma a plus de chances de battre Usyk, quand même. Mais même s'il en a pas. C'est un bébé encore. C'est vraiment tôt pour un mec comme ça. Les gars, Je sais pas, attends, ça se fait quand? j'aime votre conversation et j'ai une théorie. J'ai une théorie dont je vous avais déjà parlé.
Je pense que Usyk, déjà, il est très bien d'être tranquille, de pas boxer très souvent. Il n'a pas boxé il y a si longtemps que ça, tu vois. Donc, de continuer un peu son repos tranquille. Je pense qu'Usyk pense, puisque là, le numéro 1 WBO, c'est Itoma, qui va affronter Jermaine Franklin le 24 janvier. J'ai un peu de doute qu'Itoma passe Jermaine Franklin. Donc, on peut s'imaginer que Wardley fasse une défense contre Itoma dans le courant 2026. Ma théorie, c'est que je pense que Usyk sait que Itoma va battre Wardley. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Qui pense aussi que Itoma sera un mec qui va régner assez longtemps chez les poids lourds, pendant quelques années, une fois que lui et toute cette génération-là seront partis. Et que son truc, c'est de se dire, bah, mon dernier, ça va être Itoma, mais qu'aura une ceinture, pas seulement une disputette avec moi qu'elle est 4, mais je vais aller lui rechercher sa ceinture, tu vois, pour donner un peu plus de peps à ce combat-là. Et dans 50 ans, quand les historiens de la boxe regarderont, eh ben, j'aurai battu le mec qui aura été le cador pendant les 10 ans d'après. Je pense que c'est ma théorie, Philippe. Moi, je pense que vous êtes bon, enfin, c'est mon point de vue, hein. Tout le monde est beaucoup trop chaud sur Itoma, qui pour l'instant n'a jamais eu affaire à opposition. On n'a aucune idée que ça se trouve, il a pas un mental de, tu vois, genre de front-runner et que bah, si ça se passe pas bien les 2 premiers rounds, il n'y a plus personne. Alors, je te dis pas qu'il est pas fort, hein. Moi, je l'adore, en vrai, il est stylé, hein, comment il combat et tout. Et il a un potentiel incroyable. Mais effectivement, dans ce cas-là, je veux le voir contre un mec, ou Abdi, ou Kabayel, comme tu veux, et de me dire, ah, ok, il est capable de faire face à ça, donc là, on peut le mettre face au roi absolu, tu vois. Bah, c'est un peu la théorie que j'ai en fait. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que Ouais, 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 exactement. s'il bat Wardley, il a légitimé un Exactement. truc où on fait Bien sûr. Usyk Thomas et ça a du sens, vraiment. C'est pas juste qu'on me l'impose. Tu vois, Usyk, il se dit peut-être pas, c'est pas juste qu'on m'impose Itoma parce que c'est Turquie qui veut ça ou qu'on m'impose Wardley parce que c'est mon mandatory. Mais à un moment, ces 2 mecs-là vont s'affronter et le mec qui sort de ça, il est vraiment légitime pour un vrai bon combat contre moi. Tu vois. Et Usyk, il est légitime d'être dans cette position-là. Tu vois, c'est pour ça que je me dis. Je me dis que Usyk, on va pas dire qu'il a esquivé qui que ce soit, puisqu'il a pris tout le monde. Et il a le droit de temporiser. Et il a le droit, entre guillemets, je pense qu'il est assez légitime aussi pour prendre la kata en otage, je sais pas, mais attendre qu'il y ait un challenger légitime, parce que sinon, on va jamais s'arrêter. Ouais, j'ai pas dit qu'il esquivait à Wardley. C'est juste que je trouvais ça surprenant qu'il le fasse pas. Parce que moi, je voyais personne, parce que Philippe Thomas, c'est un peu tôt, tu vois. Mais effectivement, si tu fais après la victoire potentielle d'Itoma en janvier, un combat contre un autre mec top 2, top 3, là, dans ce cas-là, oui, ça a du sens que Usyk qui se prenne une année off et qu'il revienne pour un dernier ou un avant-dernier de sa gros combat. Ouais. Bah, ça fait même plus d'une année off. Moi, c'est plus ça qui me fait chier, en fait. C'est que ça va faire 1 an et demi à la fin, parce que c'est un combat qui se fait fin 2026, quoi. Tu vois. Parce qu'il faut d'abord que Itoma combatte, après il faut que Wardley, c'était quand même une belle guerre hein, contre Parker. Hein. Il va pas revenir comme ça du jour au lendemain. Faut refaire un camp et tout. Itoma, c'est un autre style de fighter en plus, donc faut faire un camp hyper spécifique et tout. C'est un combat qui se fait, allez, mai-juin. Même si c'est un combat même en juillet, si vraiment le Fury Joshua se fait, c'est un co-main ça. Donc fin d'année quoi. Putain, moi c'est plus ça qui m'emmerde en fait. Il a tout mérité Usyk. Alors, on le dit à chaque fois. Bon, Il y a des mecs comme ça, Usyk, Crawford et compagnie, ils ont tout mérité. Inoue, ils méritent de faire ce qu'ils veulent en fait à ce moment-là de leur carrière. Mais du coup, là, ça met les lourds. Le fait que la ceinture WBO ait été rendue vacante, ça a fait bouger les choses direct, tu vois. Ça a remis de la conversation. On en parlait il y a 2 semaines. On se disait, putain, on se fait chier un peu en ce moment chez les poids lourds quand même. Même si le Wardley Parker a un peu rebattu les cartes. Le problème de Usyk, c'est qu'il est dans une position où effectivement il a le droit de faire des choix, mais par contre ça bloque tout derrière là, vraiment. Ouais. Mais Et imagine, moi, le narratif, il serait cool. Je te redonne la parole, Philippe. Oui. Le narratif, en vrai, si dans mon scénario un peu, si Thomas Wardley, c'est l'été 2026 et qu'ils le font fin, il y a un truc un peu, en plus, le petit jeune, l'autre, il a fracassé tous les Britanniques qui étaient devant sa route. Et maintenant, ces petits jeunes, t'imagines, c'est si pendant son camp d'entraînement, il y a Fury qui vient se parer avec Itoma, il y a Joshua qui vient se Ouais. parer avec Itoma, il y a, tu sais, genre tout un pays se met. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber l'ogre? Je trouve qu'il y a une narrative qui s'écrit, qui est en vrai assez cool, Philippe. ouais, carrément, ce serait incroyable. Moi, je vois pas Fury faire ça, mais ce serait incroyable. Pour les Non, hommes, et tu vois. mais non, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois quand même l'impact de Joshua qui va peut-être voir Jake Paul, c'est que tu dis, OK, il est out après pendant peut-être tant de temps parce qu'il vient de faire un paquet d'argent et que blablabla, et qu'il est peut-être plus la tête à combattre des mecs forts et dangereux. Parce que ça reste quand même un sport méga physique dangereux. Il faut y aller quand même, battre des poids lourds constamment. Peut-être qu'il est mentalement, il est un peu out, tu vois. C'est que si Fury il recombat, je sais pas, dans l'année 2026 et qu'il gagne un combat, obligé, il va ouvrir sa grande bouche, il va vouloir parler, il va vouloir combattre Usyk. Et c'est quand même un mec qui a une influence immense.
Et moi, j'ai toujours peur qu'Usyk il se retrouve forcé, malgré tout, malgré celui qui est tout dominé, à devoir aller tabasser le grand chauve une troisième fois. Et tu sais, puisque Turquie a parlé de juillet pour un Fury Joshua, tu vois, il a sous-entendu. Donc en plus en disant on serait en Angleterre. Wardley et Thomas, en commun de ça n'a pas une gueule de truc Ah qui fait ouais. sens en fait. Ça fait sens, c'est juste. Ouais, tu vois. Donc, et puis après, on voit ce qui se passe. Mais ouais, moi, je sais pas, j'aime bien l'idée qu'il termine sa tournée des Britanniques en tuant le petit. En tuant le petit. Toi, lui, Thomas, je signe tous les jours. Ah, parce que le seul ennemi du Zik, là, à ce moment, c'est le temps. C'est le seul qui peut le Il y battre. a ça aussi qui me fait chier. C'est qu'il aura 64 ans quand même, fin 2026. Donc à un moment donné, il va falloir accélérer un peu le truc aussi. Mais par contre, Wardley et Thomas, on signe tous les jours. Ouais. Ouais, Thomas, c'est à Londres, j'y Incroyable, hein. Ouais. Ah, pareil, hein. Combat incroyable, hein. Et les gars, on a déjà dit que peut-être Joshua Fury, on serait peut-être chaud d'y aller. Donc, si t'as ça en plus, t'as les deux combats sur la carte, mais banco. Hein. T'as un gros combat, un enjeu sportif et t'as un bel enjeu marketing. La caisse anglaise. Elle est magnifique, la carte. Ah, je suis donc à suivre, mais t'as raison, Dylan. En tout cas, ça a remis du peps un peu dans ce truc qui était. Enfin voilà, on se pose plus de questions. Donc, c'est toujours cool pour avoir nos débats à nous en se posant des questions. Et tu vas voir la qualité des passes D, monsieur Dylan. On parlait d'un champion qui n'est plus undisputed. Ça me permet de rebondir pour dire que Jab Life lance un jeu concours dans Jab Hook sur le jeu vidéo Undisputed. Dylan, tu peux nous expliquer ça parce que c'est toi qui nous as déniché ce petit concours et j'explique après les modalités pour gagner ce dont tu vas parler juste là. Alors déjà, il y a 3 trucs à gagner, enfin il y a 3 clés pour jouer au jeu à gagner. Il y en a une par plateforme, donc une sur PS5, une sur Xbox Series X et une sur Steam. Alors Undisputed, c'est un jeu de boxe qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est resté longtemps, je crois, en bêta, en early access, mais qui est sorti il n'y a pas très longtemps officiellement. C'est le gros jeu de boxe qu'on attendait, gros studio, gros jeu de boxe de licence, avec les vrais boxeurs, avec les fédés, avec les marques de gants, les Cleto Reyes et compagnie, qu'on attendait depuis un moment maintenant, depuis Fight Night, pour les vieux de la vieille qui ont joué au Fight Night. Gameplay très différent sur Undisputed, très challengeant. Vraiment. Le jeu est difficile. Vous pouvez y passer des heures. Il y a un mode carrière qui est trop cool. Moi, je suis en train de me tabasser au mode carrière jusqu'à 3h du mat en ce moment. Donc, bon, voilà, c'est pas bien. C'est la version WBC en plus Deluxe qu'on vous fait gagner. Donc, il y a des skins uniques. C'est un DLC en plus du jeu d'origine. Et par exemple, si vous voulez tabasser le grand chauve, comme disait Pipa, vous pouvez prendre Usyk, vous mettre la tenue, les gants, les bottes, le short de Ring of Fire. Et habiller Fury pareil en mode Ring of Fire, vous mettre dans la Kingdom Arena et reproduire le fight en fait. Donc voilà, il y a plein de combattants licenciés. Il y a Bam Rodriguez par exemple pour un certain Alex Herbinet qui est devenu son combattant préféré. Il y a plein d'endroits aussi hein, de location et il y a notamment le Grand Théâtre de Bordeaux. Alors écoute, merci les gars. Merci les gars d'Undisputed. Je peux faire de la boxe dans le Grand Théâtre. J'aurais jamais cru ça possible. Et il y a le Kronk Gym par exemple. Enfin, il y a plein de partenariats. Il y a des mises à jour régulières et gratuites. Voilà, le jeu est trop cool. Je crois que Kabir et Pipa y jouent aussi. Et vous pourrez donc, pour 3 d'entre vous, y jouer très prochainement en gagnant les clés qu'on vous met en jeu. Kabir, il a payé combien les mecs, les développeurs du jeu pour avoir le théâtre de Bordeaux, Dylan? Ah, je sais pas, parce que même moi, quand je choisis les terrains, je vois, il y a Théâtre des Bordeaux. Je me dis, mais non, arrête, là, il m'envoie un snap et tout. Je dis, c'est un truc de ouf. Et c'est vrai, c'est la grande classe. Le jeu est top. En termes de contenu, il est ultra riche, comme tu le disais. Bah, t'as toutes les catégories. Donc, t'as même des combattantes féminines, le mode carrière. Et justement, ils ont vraiment poussé à fond l'aspect simulation. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque fighter, il a vraiment sa spécificité. Et tu vois même qu'ils ont des capacités spéciales. Donc, Mohamed Ali, il a vole comme un papillon, puis comme une abeille. Phrasé, évidemment, son crochet gauche, il est boosté. Donc, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont super sympas. Et le jeu est vraiment top. On a pu Ouais, profiter aussi avec l'exclu WBC. Tu as même les différentes époques. Donc, tu as par exemple Ali 64, Ali contre Foreman, tu as Canelo 2009. Donc, c'est top. Et tu peux faire des petits matchs et tout. On a fait un Sugar Ray Leonard, Sugar Ray Robinson avec ma femme. C'était vraiment marrant. Tu vois, c'est vraiment une prise en main très simple, très rapide. Donc, un super jeu. Qui a gagné ce combat? C'est ma femme, parce que je la laisse gagner, en fait. Je peux pas dire ça. Ça va être très cool.
Le jeu est très cool. Et donc, 3 clés à gagner. On rappelle PS5, donc Xbox et Steam. C'est ça, Dylan. Et la mécanique, elle est simple, les gars. Vous vous abonnez à Jab Life, mais j'espère que si vous nous suivez, vous êtes déjà abonné à Jab Life sur YouTube. Vous likez cette vidéo et vous commentez sous la vidéo. Et on tirera au sort 3 gagnants. Quand vous commentez, mettez aussi soit entre parenthèses, parce que si vous voulez commenter sur notre émission et la box et l'actu box, commentez. Mais mettez entre parenthèses aussi la clé que vous voulez. PS5, Xbox ou Steam pour qu'on fasse pas gagner 3 personnes qui veulent le même truc. Donc commentez et on fera 3 gagnants. T'as vu Kabir, j'ai vu que t'avais hoché la tête, t'as vu que c'est un métier hein, de placer Ouais, non, mais dans l'éditorial, tac, le jeu concours, undisputed, undisputed. trop fort, trop fort. Écoute, ça se prépare des conducteurs. Un petit mot avant qu'on passe sur ce week-end, vous voulez dire un mot sur Conor Ben qui a pris sa revanche sur Chris Eubank J'avais Jr. raison. Oui, Kabir avait raison. Ouais, je m'incline, Kabir, on l'avait pas vu venir. Mais vous m'avez fait douter, et j'en ai reparlé avec Baba d'ailleurs, un gros big up à Baba, et il me disait ouais bah en fait qu'on était en face parce que en fait c'est le cutting, c'est le cutting, le cutting du premier fight, C'est un état banque. il était monstrueux, donc en fait tu peux pas revenir, même si tu as gagné, tu as trop souffert au premier, tu reviens pas pareil au deuxième, même si tu es plus fort que lui, même que ça reste un sport et le mec en face il mange bien aussi, donc c'était compliqué. Donc c'est dans ces moments-là qu'on se rappelle que c'est pas toujours le meilleur boxeur qui gagne, c'est le meilleur brawler. Et justement, Ben, ce que je disais, c'est qu'il avait fait preuve de beaucoup d'abnégation au premier fight et que s'il revenait comme ça, avec en plus un Eubank qui était un peu sur la jante, avec tout le respect que j'ai, mais avec la rouille, le poids et tout plein d'autres éléments, il avait sa pièce à jouer, il a fait un beau fight. Hein, et donc du coup, ouais, c'est ouf, hein, beau fight. Ben a été plus mesuré que sur le premier fight, beaucoup plus intelligent, il s'est moins lancé, même quand il a touché Eubank, il a été beaucoup plus mesuré, Mm. approche plus méthodique, plus de pression intelligente. Par contre, moi, c'est vraiment Ben fait un meilleur combat et on va rien lui enlever. Mais Eubank, là, je sais pas si c'est le double cutting avec la clause de réhydratation, parce que là, il avait l'air desséché. Vraiment, il avait l'air maigre. Il avait pas l'air sec, il avait l'air maigre. Et il y a un autre truc aussi, aucune puissance physique, aucun impact dans ses coups, aucune velléité offensive. Il y a 2 accélérations dans tout le fight. Et surtout, Conor Ben, à chaque fois qu'il y a un corps à corps, qu'il y a un clinch, Conor Ben le jette, mais Il comme la si jette. c'était 4 catégories de moins. Round 4, il lui met un coup d'épaule. Eubank qui se retrouve sur le cul 5 mètres plus loin. Round 11, je crois, dans un clinch, il se retourne, il le jette dans les cordes. L'autre, il est à 2 doigts de sortir du rythme. Alors qu'il est censé faire 15 kilos de plus, voire 20 kilos de plus hors combat. Là, c'était. Enfin, il y était pas du tout. Je pense que aussi, il a 36 ans. La guerre qui se sont fait en avril, je pense que ça n'a pas aidé. Guerre plus cutting, plus recutting. Je pense que là, Eubank, il y était pas du tout. Donc, Ben a fait un meilleur fight. Et tu avais raison là-dedans, dans ce sens que ça pouvait tourner si Ben faisait les ajustements. Mais je pense aussi Eubank, il y était pas, quoi. Il était Ouais. complètement à côté du fight. C'est une trop hardcore. Franchement, le poids, tu le vois, en fait, comme tu as dit, ça fait. Surtout quand tu vois ses anciens fights, tu vois comment il est solide. Tu vois qu'en fait, il se fait traîner. Il se fait vraiment traîner. Il est drainé physiquement, enfin complètement, ça se Ouais. voit quoi. Philippe, tu veux un mot sur le fight? Ouais, bah, j'ai terminé parce que j'ai pas beaucoup de trucs bien à dire sur Eubank. Moi, c'est un boxeur qui m'a jamais intéressé, que j'ai jamais trouvé très intéressant. Et donc, j'attendais qu'une chose, c'est que Conor Ben le tabasse. Ils sont réussis. Benef. Bah, il est rentré avec Kifty quand même. I whoop your hate boy. Enfin, ça, c'est positif, ça, quand même. C'est dommage. Ouais, mais c'est positif, ça, quand même. C'est un highlight de sa carrière. Moi, j'avais un truc à rajouter quand même, parce que j'ai vu passer depuis quelques interventions dans quelques médias, notamment chez Elwani, où les mecs disaient que avec Joshua et Fury qui partent vers l'horizon, Conor Ben serait la nouvelle star de la boxe britannique. Eh ben, bon courage pour la boxe britannique si c'est Conor Ben leur nouvelle star. Parce que J'ai vu passer. Mais en fait, je crois pas une seconde qu'il ait ce potentiel star, et il y a au moins 10 Walter qui sont meilleurs que lui dans la planète, sur la planète. Tu peux pas construire quelque chose vous allez. Non, puis il y a eu un switch. Il y a un switch narratif qui s'est créé, c'est que le premier fight, Eubank est le favori de la foule, parce que Conor Ben, il sort juste de son scandale dopage, oui, j'ai mangé trop d'œufs, machin et tout. Là, Eubank, il a passé 6 mois à chialer, à dire ouais, mais ils ont bloqué mon ambulance, ouais, mais c'est à cause du cutting, ouais, c'est machin. Donc il s'est mis le public à dos, et en fait, Conor Ben a été applaudi, a été célébré à son entrée. Eubank a été complètement sifflé. Donc je pense que le manager de Conor et la team Conor s'est dit ah, ça y est, on a réussi à faire de Conor un favori du public. Mais non, fondamentalement, c'est parce qu'il y avait cette rivalité, parce que les darons se sont battus à 25 ans. Parce que sinon, tout le monde s'en fout de Conor Ben, mais alors, royal. Exactement. Voilà, je te suis à 100%. Et miser, pour le coup, tu vois, on en parlait, je sais pas ce qui fera vraiment de ça, miser plus sur Itoba, les gars. Ah, le fun. Mais oui, il y a un plus gros potentiel. Dernier truc,
quand même, parce qu'on l'a jamais fait dans cette émission. Je l'ai fait le Grand Talk avec lui. Vous avez pas besoin d'en rajouter. Ce sera 10 secondes juste de on gueule. Puisque j'ai vu que Ryan Garcia avait annoncé qu'il avait signé le contrat pour affronter Mario Barrios pour la ceinture WBC des welter le 21 février, si je dis pas de bêtises. C'est n'importe quoi. Ryan Garcia, il a un combat en welter, c'est une défaite. Donc c'était même pas une victoire. Il était plus dans les classements. La WBC l'avait jeté à cause de tout son comportement, Ouais, ses exactement. contrôles antidopage et tout ce que tu veux. Et il passe après que ce soit c'est déjà aidé le Pacquiao. pour Pacquiao en juillet. Il passe devant Souleymane Sissoko, c'est n'importe quoi. Là, sur ces moments-là, j'aime pas la boxe, les gars, parce que c'est juste n'importe quoi. Et j'espère que Souley va prendre des avocats et qu'il va les pousser jusqu'au bout, parce que là, ok, il rapporte plus. Oui, c'est plus une star. J'ai aucun souci, hein, Ryan Garcia. Mais c'est n'importe quoi. T'as un title shot quand t'as un combat dans la KT et une défaite, quoi. Ça, c'est une prise d'otage, tu vois. Ça, pour moi, c'est une vraie prise d'otage. Ce que fait la WBC vis-à-vis de certains challengers, d'accord. c'est une réelle prise d'otage. Et bon, je vais pas rentrer dans le détail, on va pas passer plus de temps là-dessus. Mais tout ce qui est classement, le fait de mettre des mecs premiers, tu as des mecs premiers, ça fait 6 ans qu'ils sont en galère, qu'ils n'ont jamais eu leur title shot. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Et Faites pas de classement, hein, si vous pouvez pas les respecter, faites pas de classement, exactement, hein, vous cassez pas les couilles. Voilà. C'est les seuls moments. Vas-y, Philippe. C'est l'hypocrisie qu'il y a dedans qui m'énerve. Tu vois, c'est le côté, on fait un classement, vous finalement jamais le respecter. Les gars, juste avouez que vous faites un truc juste pour l'oseille. Et dans ce cas-là, le plus important, c'est le star system. Et c'est comme ça. Mais au moins, soyons honnêtes dans ce qu'on fait, quoi. Ouais, non, mais complètement. Et c'est les seuls moments, et vous me connaissez pour m'avoir assez entendu sur ce sujet pour savoir que c'est pas ce que j'ai envie, mais c'est les seuls moments où des fois j'ai envie de dire allez-y, TKO et Turquie là. Fumez-les tous. ouais, limite, hein. En vrai, fumez-les tous parce que c'est Bah, n'importe après, quoi ce que vous faites. la WBC, ça a toujours été la pire Oui. des CAC. C'est qu'il n'y a même pas un an, je pense que Mauricio, il dit jamais Garcia, blablabla, ça, ce qu'il fait et tout. Et alors, tu vois, le Pacquiao qui passe devant Souley, ça m'a dérangé, mais comment? C'est Pacquiao. Allez, à la limite, quand même, des années, des décennies de divertissement d'élite. Face à vous, monsieur, on attend 6 mois. Mais là, Ryan Garcia, pardon, genre jamais de la vie. Non, ça ne m'intéresse pas. Je veux voir Souleymane combattre ou que, encore une fois, le retour de Garcia, ce ne soit pas pour cette ceinture. Mais Ouais. je sais Non, pas. mais c'est. Et Pacquiao, t'as raison, c'est un champion du monde de la KT. Enfin, il y a un moment, légende absolue, c'est légitime. L'autre, une défaite dans la KT. Et en plus, s'il prend la ceinture, Souley, ça se trouve, il peut attendre encore longtemps, hein, parce C'est ce que que j'allais dire, en fait. Parce que c'est des il y aura tellement d'autres noms qui vont lui passer Ouais, aussi. bah rematch contre Devineni. Ben C'est ça direct, je vous le dis. S'il prend la ceinture, c'est rematch contre Devineni. Mais surtout, le problème, c'est qu'il a son dernier combat, c'est une défaite dans la KT. Mais le combat d'avant, c'est le combat contre Eni qui gagne. Mais Contest. voilà, no contest parce qu'il s'est dopé. Et il y a toute la partie délirante sur le build-up du fight. Tous les trucs qui sont punis par la loi et répréhensibles qu'il a dit. Enfin, il y a un truc qui ne va pas du tout, et on rappelle à nos auditeurs qui suivent pas plus que ça la boxe et tout, à chaque fois qu'une ceinture est mise en jeu, la fédération à qui appartient la ceinture, donc là la WBC en l'occurrence, prend 3% de la bourse des combattants. Donc c'est pas, ils prennent pas un tarif fixe pour que leur ceinture soit défendue, ils prennent un pourcentage de la bourse des combattants. D'où l'intérêt pour la WBC que ce soit un combattant bankable qui va rapporter une énorme bourse, beaucoup d'oseille, parce qu'ils prennent plus d'oseille. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc Ryan Garcia, ça rend plus que saoulé. Je pense qu'il priait pour que ce soit Pacquiao qui gagne et faire un Garcia-Pacquiao pour faire un pognon monstre. Donc voilà, c'est juste la WBC. C'est effectivement la pire depuis toujours, mais Mauricio Souleymane, lui vraiment, quel escroc. Et force à Souley Sissoko, et on est avec toi. On est avec Bah toi. oui, il lui mérite pour le coup, ouais, y a rien à dire. Bon, les gars, samedi soir, Riyad, The Ring Fort. C'est le nom de cette carte. Incroyable carte. 4 combats sur la carte principale qu'on va énumérer rapidement. David Benavidez, Anthony Yarde pour la ceinture WBC. Chez les mi-lourds, c'est la première défense de David Benavidez qui a pris la ceinture, enfin qu'on a enlevé à Bivol. Bam Rodriguez contre Fernando Martinez, unification WBC, WBO, WBA, The Ring chez les Superfly. Abdullah Messon qui va tenter de devenir champion du monde pour la première fois contre Sam Knox, c'est la ceinture vacante WBO des légers. Et Brian Norman Jr. contre Devin Haney, dont on vient de parler pour la ceinture WBO des welter. Les gars, avant que vous dites, la première question, c'est je voulais savoir le combat qui vous excite le plus sur la carte, puis on va rentrer sur chacun. Mais d'abord, la stat, elle est quand même folle. Je l'ai vu passer ce matin. Toute cette main card là dont je viens de parler, le seul qui a des défaites, c'est Yarde. Il en a 3. Le bilan cumulé de tous les mecs sur cette carte, c'est 193-3. C'est beau. C'est quoi votre préféré, Philippe? T'as levé la main.
C'est pas le combat parce que c'est juste que le boxeur, c'est Bam Rodriguez, évidemment. Évidemment, je vote pareil. Pareil. Dylan, ton préféré? Pareil pour Kabir, donc. Ok, Euh, pareil pour Kabir. Moi, mon combat préféré, franchement, Nox Mason. Ça a le potentiel d'être le fight of the night. Vraiment. Aïe, 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 hein. Il y a beaucoup de choses là, hein. Nox Mason, ça sent très très bon ce combat. Vraiment. D'artifice, ouais. Ah ouais, et puis c'est le Styles Make Fight. Là, tu as un combattant pression, volume, gros coup, qui est capable d'aller dans le dirty boxing et tout contre un mec qui est un contreur extraordinaire. Sniper. Ils ont tous les deux des failles qu'on a quand même vues dans leur dernier fight, donc des failles exploitables par l'un et par l'autre. En fait, c'est deux styles, c'est la kryptonite de l'un et de l'autre. Je trouve ça génial comme fight. Ça peut faire 12 rounds extraordinaires, comme ça peut finir au troisième sur un KO improbable. J'adore ce fight, vraiment. Et on va enfin voir si Mason est... Parce que si bat Nox, là, il n'y a plus de débat sur le futur de la boxe américaine. Mm. Et si Nox bat Mason, bah, il est plus vieux, Nox, pour le coup. Mais il pourra s'installer comme un des visages de la boxe britannique. Tu vois, c'est la première fois qu'il sort d'Angleterre. C'est pas un petit combat qu'il va faire, tu vois. Il est plus vieux, mais il a encore beaucoup d'années devant lui. Il a genre 27, 28 ans. C'est 28 tout ans. ce temps-là. Voilà, donc il a encore pas mal d'années à lui. Ouais. Ouais, bah, on va dire restons sur ce combat puisque tu as entamé Dylan et après on passera sur Bam Martinez. Mais ouais, très excitant, hein. Très très excitant l'opposition. C'est aussi celui qui me plaît beaucoup. Mason, on rappelle à 21 ans, il est déjà à 19-0, 17 KO. Il peut devenir le plus jeune champion du monde de la boxe actuelle puisqu'en ce moment c'est Xander Zayas, champion WBO des Super Welter qui a 23 ans, qui a quelques mois d'avance sur Kyosuke Takami, le champion WBA des Light Fly. D'ailleurs, les deux vont faire, on en avait dit la semaine dernière, les deux vont faire une unification. Dès leur premier combat après le titre, ils font une unification. C'est beau. Zayas ou Ça va Takami. vite, hein, c'est bien. Ça c'est des vrais. Ça, c'est des vrais jeunes qu'on aime. Mais ouais, le fight est incroyable, Kabir. Ouais, mais Mason Knox, Dylan, il a résumé un peu les forces en présence. Ça peut être un feu d'artifice. Et comme il dit, de 3 rounds ou 2 rounds ou de 12 rounds. On va s'éclater, je exactement. pense. On ne sait pas dans quel sens ça va aller parce que du coup, par rapport aux deux styles différents, ça va vraiment être un 50-50 sur le papier. Et il y a énormément, je pense, d'attentes du côté de Mason, plus que du côté de Knox, qui est quand même un combattant aguerri, qui est habitué des 12 rounds. Pour Mason, ça va être son premier. Tu vois, et comme tu le dis, dans les précédents fights, on avait vu hein, que premier début de combat, en général, il arrive à bien contrer. Mais quand le mec en face, il arrive à mettre une grosse pression, il se retrouve pas assez rapidement, mais il peut se retrouver débordé. Donc là, face à Knox, c'est vraiment son plus gros challenge. Et c'est vrai que historiquement et en termes d'enjeu et de carrière, là, c'est le fight à pas louper. Et il doit marquer les esprits. Face à lui, il a vraiment un gros, gros, gros morceau. Et comme tu le dis, Pipa, en fait, il est certes plus âgé, mais il est encore dans la fleur de l'âge. Il est même à son prime. Donc là, on a un Mason qui n'est pas forcément ultra mature d'un point de vue technique, physique, sportif, carrière, qui va prendre le plus gros challenge de sa carrière pour un fight à gros enjeu. Donc ouais, c'est pas le fight que j'attends le plus parce que c'est par rapport à Bam. Pour répondre à mon combattant préféré de la carte, au-delà de Bam, il y a aussi Benavidez que je kiffe, mais bon, on en parlera après. Mais c'est là, en termes d'opposition, c'est le combat qui va être le plus engagé et ça peut balancer d'un côté comme de l'autre. Et je pense que bon, on est beaucoup à vouloir voir Mason confirmer sa position et avancer ensuite tranquillement pour pouvoir être l'un des meilleurs poids légers de cette génération, hein, parce qu'il est encore tout jeune, hein, 21 ans. C'est dingue d'en arriver là à 21 ans seulement. Pipa. Ouais, j'imagine qu'il a beaucoup de pression, Mason, malgré qu'il soit très jeune. Parce que j'ai vu que le public américain s'attend à ce qu'il remporte ce combat quand même pas facilement. Mais je pense pas qu'ils aient la même vision de nous que Knox, que nous on a, pardon. Et moi, ce combat, je l'adore parce qu'il y a de la place pour les deux. C'est-à-dire, comme disait Dylan, si Knox il gagne, bah, il y a d'autres combats derrière et il est jeune. Ouais, il est vraiment l'entrée de son prime. Et après, Mason, évidemment, en termes de talent, c'est beaucoup plus facile de comprendre. Si le mec il est fort en boxe, si tu regardes Mason, que Knox, et plus c'est un travailleur dur et tout. Moi, Mason, ça m'intéresse beaucoup parce que bah, si tu regardes son highlight, c'est incroyable. Tu te dis, ouais, le mec, il a tout compris à la boxe. C'est un sniper alors qu'il a à peine 21 ans. Et son style est super cool. On va dire, c'est facile d'aimer ce boxeur. Par contre, je suis vraiment pressé de voir ce qui se passe après le round 5, 6, 7. S'il n'a pas déjà réussi à faire beaucoup de dégâts au corps très tôt. C'est pour ça que je pense que si j'étais Mason ou son coach, je ferais tout pour contrer au corps le plus possible très tôt. Pour que cette espèce de volume que va prendre l'anglais soit réduit, tu vois, déjà, que vous soyez un peu à égalité, voire même en avance, au moment où les rounds de 6-7 arrivent. Et bah, écoute, si Mason, il arrive à tenir tous les rounds et à gagner ce combat par décision, et donc pas par KO très tôt, on en apprendrait beaucoup sur lui. Et j'espère que c'est ce qui va arriver. J'espère que c'est pas un combat où malheureusement, en 2-3 rounds, il touche parfaitement le foie ou quelque chose comme ça. Et qu'on se dit, ah merde, on n'a pas trop pu voir. J'aimerais vraiment qu'il soit en galère
Et c'est marrant, souvent, quand les boxeurs, ils affrontent pour une première fois quelqu'un qui a du volume, les fans perdent un peu en estime pour eux. Moi, justement, si Mason il prend un combat où il galère et qu'il finit par le gagner, mon estime de lui a grandi encore plus. Je me dis, OK, en fait, il est capable de retrouver un second souffle, de faire des choses. C'est ça que je veux voir de lui. En termes de talent, je ne questionne rien. Moi, j'espère juste que les deux peuvent se challenger à différents niveaux et que les deux en ressortent gagnants. Mais je pense que Mason gagne quand même par décision. Parce qu'il prendra Ouais. d'avance au début. Ce serait dingue hein, qu'il gagne par décision et ça fait un peu écho justement à ce qu'on se disait sur peut-être Moses Thomas d'une certaine manière, tu vois. C'est peut-être le mec qui a pas encore affiché l'assez gros nom et que si par exemple il va jusqu'au bout contre un Wardley, ce serait même mieux que si il finissait au deuxième ou au troisième round parce qu'on aurait beaucoup plus de réponses sur sa capacité à tenir la distance, sur sa résilience. Et c'est clair pour moi, Mason, la grosse inconnue qu'on a parce que à ce jour, ni en termes d'opposition, ni en termes même de durée de combat, on va dire, il a pu aller au bout contre un vrai mec vraiment, vraiment, vraiment dur de ce niveau, du niveau de Nox en tout cas. C'est sûr que ce serait plus encourageant et ce serait plus gratifiant pour lui d'avoir une belle décision qu'avoir un KO prématuré. Mais après, voilà, c'est un Américain, les highlights, comme tu le dis, il a aussi une fanbase qui attend de lui aussi qu'il finisse rapidement un mec comme Nox parce que justement, on le sous-estime. Enfin, quand tu le regardes de loin, tu regardes un peu le palmarès, tu regardes sans trop regarder les combats, tu dis, bon, bah normalement, ça devrait être assez facile. Mais justement, s'il arrive à faire une belle guerre et un fight of the night, comme disait Dylan, ça pourrait être une très très belle performance et très annonciateur de la suite pour lui. J'ai un Ouais. petit Mason qui avait déjà pris 2 downs quand même dans le premier round contre Vasquez à l'époque. Donc, qui avait montré qu'il avait du mental parce qu'il était revenu, il avait mis down et il avait fini par le mettre KO dans le deuxième. Donc il a quand même, Mason, tu vois que même s'il est touché, même si son game plan déraille et même si le combat va pas dans son sens, il est capable de revenir et de revenir très fort. Il nous a fait une inouïe, hein, vraiment, contre le combat contre Vasquez. Donc c'est important aussi de noter ça, que même s'il va au tapis, c'est pas dit qu'il revienne pas avec une Oui. perf de fou, quoi. Mais très intéressé aussi de le voir si ça dure le combat et d'avoir des réponses là-dessus malgré son jeune âge. Et une KT intéressante, on parlait de Tank, on rappelle que c'est Tank le champion WBA et Shakur Stevenson champion WBC dont on attend officialisation d'un combat contre Teofimo Lopez. Il y a Raymond Muratalla qui a l'IBF et qui doit affronter Andy Cruz, ça ce sera en janvier. Donc c'est Un décroche, je kiffe. Moi aussi. c'est une KT en transition. Tu as l'impression que c'est une KT en transition où les mecs pourraient. Enfin voilà, donc ça, c'est intéressant pour Mason s'il peut s'installer. Et même Nox, comme vous disiez, il y a de quoi faire des combats derrière. Vas-y, Philippe, puis on avance. Je te reviens sur l'âge de Mason. Pareil, si jamais il perd ce combat, c'est pas la fin du monde. C'est pas grave. C'est rien. Il a 21 ans, il devrait même pas être là. Donc c'est aussi un truc, c'est bien de mettre KO des gens en 1 minute 40 et bah, ça veut dire que tu as un niveau tellement au-dessus, mais tu vas jamais rien en prendre en faisant ça. Un peu d'adversité qui t'amène à avoir une défaite, c'est pas la fin du monde. Donc pour les gens qui suivent qui regardent le combat, si jamais il perd et qu'il y a une partie de son jeu qui est exposée, c'est pas la peine de le jeter aux enfers, c'est pas la fin du monde. Il a 15 ans devant lui. Et sur le côté pression dont vous parlez, un truc intéressant, je trouve, c'est que il n'est pas main event, vu l'état de la carte. Il n'est pas chez lui aux États-Unis, tu sais, avec toute une foule qui l'attendrait ou dans son état ou quoi. Peut-être que ça peut jouer aussi, tu vois, d'être plus tranquille et de faire sa boxe et d'aller essayer de gagner ce combat contre Sam Nox. Bon, on a voté à 3 contre 1 quand même pour celui-là. C'est notre main event à nous. Je crois d'ailleurs qu'on va y revenir, mais je pense que moi, le combat que j'attends le moins, c'est le main event. Perso. Non, pas moi. Ok, Ouais. on va pouvoir y revenir. Moi, j'ai un bonus, je vous garantis qu'il y a un des combats qui va être horrible et c'est pas le main event. Ok, ouais, mais je l'attends. Je suis d'accord avec toi. Je vois ce que tu veux dire. Bah, vas-y, on en J'attends reparle quelque après. chose, ouais. Bam Rodriguez, Fernando Martinez, je l'ai dit, unification WBA, WBO, WBC The Ring chez les Superfly. Bon, bah, on va pas en refaire des caisses sur Bam Martinez. Si vous suivez ce podcast depuis le début, vous savez ce qu'on en pense, ce que j'en pense et ce que les autres en pensent. Si vous suivez Pipa sur les réseaux, vous savez ce que Pipa en pense. Les edits sur Bam, c'est toujours. Je peux rester des heures dessus, je l'ai fait tourner en. Bah, c'est facile à faire. Hein. C'est ça, c'est magique. Et en face, Fernando Martinez, qu'on a vu contre Kazuto Yoka avec 2 gros combats dernièrement, qui est aussi un sacré boxeur. On va avoir une sacrée guerre, Philippe. Ça peut, hein, même si je vois Bam au-dessus quand même, parce que c'est Bam. Alors, ouais, bien sûr. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à la base, moi, je trouvais que Kazuto Yoka, il avait gagné le second combat. C'est serré, hein. En vrai, tu peux le donner à tout le monde, il n'y a pas de vol. Et je me dis, ah, ça aurait été cool qu'il affronte Bam. Mais maintenant que le combat s'approche, je me dis, ah, non, en fait, je n'aurais pas supporté de voir mes boxeurs préférés se faire humilier dans tous les sens par Bam en passant d'un angle à un autre. Il y a mal que les Japonais ils ne comprennent plus rien. Et Martinez, c'est un mec qui est costaud. Puma, là, qui sait faire des choses quand même. Mais il a quand même un jeu de jambes qui est beaucoup trop faible pour suivre
pour suivre Rodriguez. Tout à l'heure, j'entendais, là, hier, je regardais l'arrivée des combattants à The Ring 4, là. Et comment il s'appelle le commentateur, enfin, des commentateurs de DAZN, des anciens combattants. Ah non. Je sais plus qui c'est, enfin bref, il disait que pour battre Bam, il suffit juste de ne pas laisser prendre des angles. Bah, super, merci. Juste, bah, vas-y, bah, va coacher Jack Della Maddalena avec des trucs comme ça. Genre, le laisse pas prendre d'angle. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Tu peux pas. Et donc, malheureusement, pour Martinez, même si tu vois, il a des bons crochets et tout, peut-être qu'il peut essayer de toucher un peu comme si Rodriguez et d'avoir un peu de succès dans la poche. Je pense que très rapidement, donc quand je dis très rapidement, c'est après le round 3, il va être perdu et je pense que ce combat avant le round 6, c'est terminé. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est le combat peut-être le moins compétitif de cette carte principale finalement. Tu sais, Pourtant, il est fort, hein, mais c'est qu'il y a juste trop de niveau en en face. face, D'accord. c'est trop fort. En face, c'est trop fort et surtout le truc, c'est que Bam, il va mettre un rythme que tu je sais pas qui peut suivre en fait son rythme. Donc en fait, que tu mets n'importe qui devant, ça va être une galère. Donc tu peux avoir tous les atouts du monde, tu peux avoir un super crochet, tu peux avoir une expérience pas possible, un menton en granit. En fait, c'est juste une question de temps et on en est à un stade où on se dit pas, bah, Bam, comment il va gagner, mais plutôt quand parce que tu sais comment ça va être? Ça va être un matraquage, un rythme qui va être très compliqué à suivre et ouais, c'est très réducteur de parler d'angle, de volume. Il y a pas pour l'instant, c'est une C'est beaucoup équation plus qui est que pas ça. difficile. C'est une équation qui est très difficile à résoudre, Bam et en fait, il faut juste avoir un mec qui en face peut suivre le rythme, mais ça, c'est impossible. Donc Martinez, en plus de ça, il est pas forcément sur, son pic en termes d'un point de vue physique, il est plus sur la fin que sur le début. Donc voilà, ça va être un combat compétitif. Limite un pas en arrière pour Bam parce que justement, depuis 2 3 ans, bah, il a monté, il a fait ses plus belles prestations face à des mecs qui étaient plus sur la fin. Donc limite, tu avais un petit peu ce truc de Legend Slayer à un moment qu'il a réussi à corriger après lors de ses dernières prestations. Mais là, en fait, voilà, nous on veut juste le voir, Non, c'est mieux que Cafu quand même, hein. contre le top. Ouais, c'est mieux que Cafu, ça c'est sûr et C'est certain. quand même mieux que Cafu. Cafu, donc c'est juste qu'en fait, et c'est pour ça que j'ai pas cité ce combat. Pour moi, il est trop fort, Bam. C'est tout, point. Ouais, non, C'est juste ça en fait. C'est pas le combat qui m'excite. Le combat en lui-même m'excite pas plus que ça, même si effectivement Martinez Yoka le premier en 2024, c'était le Fight of the Year pour moi, hein. Vraiment, c'était une folie. On l'avait reprise. Bien. Ah ouais, enfin, il était dans les Fight of the Year du moins, parce qu'il y en avait beaucoup quand même, 2024. Mais enfin, je sais pas. Moi, Bam, il est trop fort. Je vois pas effectivement comment ça peut dépasser 8 rounds. Et il aura pas les armes, Martinez. Je suis d'accord avec Philippe. Le jeu de jambes va être vraiment trop limité. Et du coup, le combat m'excite pas plus que ça, j'avoue. vas-y Philippe, et je finirai. Par contre, Martinez, c'était sûr, c'est qu'il n'a pas fait une Cafu. Donc Cafu, il est quand même très élusif et capable. Il peut, tu vois, rester dans son coin. Et bon, il avait cette idée qui n'a pas fonctionné, mais c'était son idée d'être un peu négatif dans sa manière de combattre. Martinez, il ne sait pas faire ça. Martinez, il avance. Comme je disais, avec un footwork qui n'est pas forcément toujours incroyable, c'est limite. Je punch en marchant, toi, c'est un peu. C'est pas terrible, mais en vrai, son but, c'est d'arriver dans la poche et de faire du dégât dans la poche pour faire simple. Et il est quand même assez puissant, puis il est résistant. C'est ça que je dis round 6, round 7, juste parce que Bam est extrêmement fort. C'est pas forcément par la puissance, c'est juste parce que tous les coups, tu les vois pas venir, et puis tu peux pas en prendre 45 par round non plus. Surtout pour Martinez, je pense qu'il va lui faire défaut, c'est que ses derniers combats contre Kazuto Yoka, Yoka, c'est pas le plus rapide du monde. Il y a vraiment une différence de style monstrueuse entre avoir affronté 2 fois d'affilée Yoka et Martinez. Genre, ce que tu vas voir devant toi, mais c'est genre Rodriguez, pardon. Ça a rien à voir. Et ce qui me fait encore plus sourire, c'est de me dire que depuis la dernière fois qu'on a vu Ban, il a sûrement progressé. Ouais. Et c'est pédo, il a un niveau incroyable. Et qu'il est même pas à Vous son avez prime, raison en fait, ça qui fait mal à la tête. Tu te dis, c'est. Et vous avez raison sur plein de trucs. C'est beaucoup mieux que Cafu. C'est beaucoup, beaucoup mieux que Cafu. Oui. Oui, c'est sans doute sur le moins compétitif sur le papier. Moi, pourquoi c'est celui que je préfère? Parce que par contre, le temps que ça dure, à mon avis, on va s'éclater connaissant Martinez. Parce qu'il va y aller, comme tu dis. Il va y aller, il sait faire que ça, de toute façon. Et en face, ouais, il a un génie. En face, il a un mec qui est beaucoup trop fort, qui va le battre, mais qui, avec le style de Martinez, peut nous offrir un récital. J'ai l'impression, tu vois, peut vraiment s'éclater aussi. Et ça va donner Bien sûr. quelque chose de bien. Et par contre, tu sais que oui, tu n'auras peut-être pas un de tes boxeurs préférés qui se sera fait matraquer par Bam, Philippe. Tu n'auras pas Yoka, mais tu en auras peut-être un autre. Quel show. Ah, voilà, parce que si Kenshiro bat Willy Baldo Garcia Perez le 27 décembre pour le titre IBF, il est resté, Bam, il est resté. On se demande, tu disais tout à l'heure, pourquoi, après les Legends Slayer, il reste, il veut faire une discussion. Indiscutible, C'est bien pour sûr. ça qu'il reste. Et c'est pour ça qu'il reste. Donc, ça fait sens si Kenshiro le bat. En plus, pour avoir un dernier gros combat pour Kenshiro, moi, j'en serais très content, même si le résultat va Moi aussi. se m'horrifier aussi. Et ça a une tête magnifique de co-main event de Inoue Nakatani en mai au Tokyo Dome, hein. Ouais, Philippe. Magnifique. C'est pour ça que je suis moins triste, en gros, si c'est Kenshiro. Déjà, si Kenshiro à ce combat, je serais très, très content. Parce que pour un mec qui a été un action boxer comme ça pendant des années,
de se faire décimer probablement par le futur ou le meilleur boxeur du monde, c'est une belle sortie quand même, tu vois? Genre, je pense que même lui, Kenshiro, s'il donne son meilleur effort et qu'il perd contre son mec, il serait fier de lui. Alors que Yoka, ça sentait vraiment, genre, le truc, tu te dis: «Oh, la boxe, c'est dur quand même». Le pauvre monsieur, tu vois? Genre, il s'est vraiment humilié, tu vois? Alors que Kenshiro, il sera quand même compétitif un petit peu. Juste après, il y a une différence de taille, de jeunesse, c'est tout ça qui fera la différence. Mais Kenshiro, il va toujours à la bagarre. Du coup, tu seras cool, tu vois? C'est ça que je veux dire. Mais je vais juste vous dire un truc sur Bam. Pour moi, pourquoi je l'aime autant, c'est que souvent, la nouvelle génération de combattants, elle crache un petit peu sur la génération qui est juste avant elle. Et moi, clairement, je suis né en boxe avec Chocolatito, Estrada, Quadras et tout là. Et quand je vois Bam refaire les mêmes choses que Chocolatito a fait pendant des décennies, mais le faire mieux et le respect qu'il montre à Chocolatito, ça me non seulement je suis content de voir Bam en direct, mais ça me rend nostalgique de voir ce que j'ai vécu pendant des années. Et enfin, ce mec-là, tu peux pas ne pas l'aimer. Tu sais, genre, c'est un mec adorable Ouais. et en boxe, c'est incroyable. Et en plus, il porte un héritage, tu vois, de la boxe, de ses catégories. Ah, genre, je sais pas comment on peut pas être amoureux de ce boxeur. Je je ne retire pas un mot à ce que vient de dire monsieur Pipa. Je plus sois à 100 vraiment et de toute façon, quand Bam est dans le ring, c'est juste immanquable, en fait. Maintenant, c'est jusqu'à ce qu'il soit et on espère, on croise les doigts qu'il lui arrive jamais rien physiquement ou une galère ou un truc qui fasse qu'il soit plus à ce niveau-là. Mais tant qu'il est à ce niveau-là, voire qu'il continue de progresser, comme le disait Kabir, on a juste envie de le voir chaque fois qu'il est dans le ring. Donc, ne ratez pas ce Bam Rodriguez contre Fernando Martinez. Je voulais finir avec ça, mais comme vous avez l'air un peu chaud sur celui-là, je vais ouvrir sur David Benavidez, Anthony Yardet, qui est le main event. Pourquoi il vous excite, les gars? Il m'excite pas du tout, ce combat. Bah, en fait, on veut voir mieux, évidemment. Benavidez, on veut le voir contre Bivol, mais ça reste quand même pas mal, hein. Une opposition de Benavidez, on l'a rarement boxé. Et Yardet, bon, lui, c'est le mec qui a toujours loupé la marche au pied, qui regrette, qui retombe, qui regrette, qui retombe. Je trouve que c'est un bel exemple de résilience d'un point de vue carrière, même si c'est pas le boxeur que je kiffe le plus voir. Mais je trouve que ça va être une super belle opposition. Et c'est surtout qu'en fait, Devin Haney, j'ai peur, hein. Franchement, j'ai peur. Parce que le passage en welter, il a été un peu bancal. Et tu regardes son dernier fight, justement, contre Ramirez. Il y a des rings, des rounds, pardon, où en fait, il boxe plus. Il boxe plus parce que Ouais, c'était tu l'enfer. sens la différence de puissance. J'ai vu un tweet passer d'ailleurs un matin où tu te dis, regardez comment Devin Haney il tourne autour du ring et il laisse pas, il veut pas rentrer contre Ramirez. Mais il se dit, mais s'il prend un mec comme Norman qui a éteint Jin Sasaki il y a quelques mois, mais il a éteint et tu pouvais compter jusqu'à 90, il ne se serait pas relevé. Tu te dis, ah, peut-être que le gap physique, il va être très compliqué. Et donc, c'est un combat où lequel, limite, ça va être un peu malsain, Devin Haney. J'ai pas beaucoup d'espoir et j'espère qu'il va s'en sortir, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Là où Benavidez, ça va être une vraie guerre. Moi, j'espère qu'il va pas s'en sortir. J'ai beaucoup d'espoir sur le crochet gauche de Brian Norman Jr. Il a un énorme crochet gauche. Ryan Garcia a martyrisé Devin Haney avec son crochet gauche. Alors oui, dopé, machin. Moi, je crois qu'il y a le gap physique de la montée de KT, mais je crois aussi qu'il y a le trauma de la défaite contre Garcia où il s'est fait tabasser. Parce que contre Garcia, Haney, il s'est fait tabasser. Tabassé, ouais, ouais. Tabassé. Mais du coup, effectivement, il y a peut-être le produit dopant, tout ce qu'on veut et tout. Mais factuellement, lui, c'est plus une défaite sur son palmarès. Il s'est fait tabasser. Donc lui, dans sa tête, bah, son dernier combat, il s'est fait tabasser. Donc il revient. En plus, c'était pour préparer, parce qu'il y avait aussi Garcia sur la carte. C'était The Ring à Times Square, là. Madison Square Garden, ouais. La carte horrible. Et du coup, Haney, il voulait pas perdre le combat. Il a tourné autour. C'était atroce comme fight. Atroce. Atroce. C'était atroce comme soirée, de toute façon. Mais c'était atroce comme fight. Du coup, Haney, je pense qu'effectivement, c'est un très bon boxeur, très technique et tout. Par contre, je crois qu'il a un mental de chips. Je suis désolé. Et je sais, contre un mec comme Brian Norman Jr., je pense que ça suffira pas. Je pense qu'il va lui être C'est rouler ça, hein. dessus. Et dès que Brian Norman Jr. va commencer à le toucher, je pense que le combat Ex- c'est stop. Exactement, en fait, tu vas voir le manque de résilience sur ce fight. Tu vas avoir un gros manque de résilience. Tu vas avoir un Haney qui est. Et on accusera le physique, mais je suis d'accord avec toi, hein. Même si ça s'était fait dans une KT en dessous, ça aurait été la même en gain. Dès qu'il se fait toucher sérieusement, il passe en mode défense parce que c'est un excellent contreur, un très bon défenseur. Mais du coup, il essaie pas de gagner les rounds, il essaie juste de ne pas les perdre. Et donc, c'est pour ça que ça va pas forcément être un fight beau à voir. Ce que tu disais, Dylan, par contre, sur Times Square, c'est un mauvais calcul, hein. Il aurait pu le perdre, le combat, regarde. Garcia, il l'a perdu, il a un titre de UFC derrière. Ouais, ouais. Et ça leur a Il aurait dû le perdre. C'est magnifique. Ouais, sur ce combat-là, moi, je vous suis sur plein de trucs. Je te donne la parole après, Philippe. Mais ouais,
sur ce Brian Norman Devin, puisque je voulais parler de Benavidez, mais Kabir, il m'a fait dérailler le train et il est parti sur l'autre combat pour qu'on ouvre ça. Voilà, il ne respecte pas mes conducteurs. Non, désolé, C'est désolé. dire. Mais vas-y, on est rentré dedans. Mais ouais, moi, voilà, je vous suis. Je vous suis et je pense que en welter, Norman, c'est le meilleur welter de la planète Oui, à l'heure actuelle, à l'heure où on je suis parle. d'accord. Et je pense que ouais, j'ai peur qu'il lui roule dessus, en fait. Enfin, pas peur plus que ça, parce que Mmh. je me pas rouler dessus, mais ouais, qu'il domine bien ce combat, quoi, Brian Norman Jr. Face à un Henry qui, en effet, a l'air quand même très traumatisé de ce qui s'est passé contre Ryan, quoi. Et je sais que Pipa, tu veux dire des choses aussi sur qui est Devin Haney, le boxeur truqueur. Je lui donne la parole. Ça fait des années que j'attends de le voir se faire tabasser. J'étais tellement content quand Garcia l'a tabassé. Pourtant, je déteste Garcia. Et Delioni, c'est pas parce que son père est insupportable ou que lui est insupportable, Ah ouais. parce que c'est un tricheur. Il respecte pas les règles. Et pas dans le sens, il met des petits coups par-ci par-là. C'est que personne ne parle jamais du fait qu'il brise des règles, mais 50 fois par combat. Quand tu te baisses pour éviter un coup de poing, t'as pas le droit d'être en dessous de la ceinture de ton adversaire. Et le mec passe La tête sur les genoux. combien dans les genoux des mecs. Ouais, ouais, Et ouais. en plus, donc c'est interdit et il n'y a jamais un arbitre qui l'a puni pour ça. Et je voudrais revenir. Pourquoi ça m'énerve qu'il triche? C'est parce qu'il triche, parce qu'il est nul. Dans le sens où vous avez parlé gentiment, il a un bon jab, il a un bon ci, c'est un bon contreur. Ce mec-là, il clinch dès qu'il s'est paumé dans ses jeux de pied et qu'il est plus Ouais. en position. Et du coup, boum, il trouve le clinch. Alors, c'est pas moi qui vais vous dire que j'aime pas l'inside fighting parce que Duran, c'est Ouais. mon combattant préféré. Sauf qu'il y a une différence entre la position de tie-up et de clincher et de tenir holding où tu tiens une partie du corps. Tie-up, c'est quand tu tiens le dessous du bras, toi, comme un underhook, et que les deux sont dans cette position et travaillent pour trouver de l'espace et que lui, carrément, il te De la clinche nuque. comme en MMA, tu vois. Ouais, voilà. Et donc, Il veut annuler ta tu boxe. te tiens et il n'y a rien. Et ça, à la base, c'est interdit également. Tu peux le faire une fois, deux fois, mais si tu le fais normalement, si tu le fais autant de fois que tu le fais, C'est tu du devrais garder c'est un point quasiment à chaque fois. C'est-à-dire que même des mecs qu'il a dominés comme Kambosos, si tu respectes les règles, ça devrait être Kambosos qui gagne parce qu'Eli perd 2 points par ring, par round, tu vois, alors qu'il est meilleur que Kambosos. Tu as vu son style, tu as juste à regarder son jab, qui est très bon son jab. Il ne sait pas rééquilibrer son poids derrière. Donc souvent, il bouge bien le haut du corps, mais ses pieds ne bougent pas. Du coup, il se retrouve toujours dans des positions très difficiles. C'est pour ça que Ryan Garcia l'a allumé derrière son jab. C'est pour ça que Linares, qui avait un menton en papier et qui était Ouais. il n'a pas, l'avait quand même allumé à la fin quand il avait compris ça. Mm. Et donc, je pense que le combat avec Norman Junior, ça va pas forcément être très beau à voir parce qu'il va refaire la même chose. C'est-à-dire qu'il va s'en prendre une, s'il tient, il va se dire: «Oh mon Dieu, quelle horreur!» Dès que je jab, je plonge dans les jambes et je tiens. Ou alors, la nouvelle, ça c'était l'ajustement Times Square. J'arrête de coller le mec et de refuser de combattre, je me barre à l'autre bout du ring. Exactement. Du coup, c'est ça. Je me mets dans les cordes, je repousse les cordes, je rentre le ventre, je lève les bras, je fais les chorés improbables. Ouais, non, ouais, c'était vraiment ça. Ah, je me suis régalé à vous écouter parce que je l'aime pas. Franchement, j'aime pas son style de boxe, j'aime pas le gars, je l'aime pas. Voilà. Ah, J'aime- vraiment pas le gars. Je l'assume. Je l'assume. Il utilise beaucoup son coude en entrée et sortie de holding et de C'est clinch, vrai. ce qui est illégal également. Il rentre tout le temps avec Beaucoup le de choses. coude, ça c'est vrai. Moi, je suis pas aussi chaud que vous sur Norman Junior. Bon, je suis chaud sur le fait qu'il frappe comme un malade. Et donc, c'est un combat que lui, j'irais me faire un café pendant le combat, mais je m'attends à ce que j'entende pendant que la machine, la café chauffe. Oh, he's out! Et boum! Et je vois David Haney par terre. Ciao, on n'en parle plus jamais. Au revoir. Merci du débat. Et C'est tout ce que je fais. puisque vous parliez de Jin Sasaki qui avait affronté Brian Norman, t'as vu Philippe, Sasaki et son frère qui se tapent dans une station de train au Je- Japon, les mecs s'envoient des parpaings en sparring, c'est Tout va bien. frère. Tout va bien. La JBC qui regarde ça, il doit être là. Genre. Ah ouais, non, mais les Japonais, Dieu sait que je les aime en boxe, mais des fois, il y a des trucs, c'est quand même, tu te dis, ouais, ok, calmez-vous les gars. Dylan et Philippe, je vous ai pas entendu sur Benavidez Yarde, qu'est-ce qui vous excite dans ce combat? Alors, je te corrige, j'ai vite fait, que j'aurais pour 20 secondes. Moi, ce combat, il m'excite pas du tout. J'ai juste dit qu'il serait mieux que Eli. D'accord. Bon, regardez, il vient faire la bonne nuit. Il a plus Kovalev, il a plus Beterbiev. Là, il prend Benavidez. Je suis pas méga fan de Benavidez, mais je trouve que les critiques sur lui sont un peu injustes depuis qu'il est passé en 79 kilos. Genre, les gens lui reprochent de pas avoir un KO ou d'avoir ça. Avec Vosdik, c'est un malade. Hein. Vosdik, il a pris des coups dans ce combat sans broncher. C'est vraiment un mec dur qui est en fin de carrière, qui était excellent avant de combattre Beterbiev. Je pense que le Vosdik pré-2019 aurait battu Benavidez. Mais bon, Benavidez, moi, je trouve bon pour cette catégorie. Comme vous savez, dès qu'on monte plus de 70 kilos, ça m'intéresse plus trop. Et je pense qu'il va avoir son TKO
en fin de combat parce que Yardé, il est solide, mais quand même, il n'est pas au même niveau. Donc, il répondra aux gens qui disent qu'il n'est pas capable de tenir physiquement cette catégorie. Moi, je pense qu'il l'est, et donc je pense qu'il y aura un combat un peu dégueulasse où il fait un peu de tout en switchant de gaucher à droitier. Mais ouais, ce sera dur pour moi de partir au travail, c'est pas très grave si je loupe le. Je suis pas La- spécialement non plus excité par le fight, juste je trouve que c'est dur de taper sur l'opposition parce qu'il sort de Gvozdyk et Morel. Qui d'autre en fait? Parce qu'il y a Callum Smith qui sort d'une victoire intéressante contre Boatsy, mais il n'est pas bien classé à la WBC nécessairement. Enfin, qui d'autre en fait Bloqué, hein. pour prendre la ceinture? Là, c'est une ceinture, enfin, c'est une défense de ceinture, c'est pas une ceinture vacante parce qu'il a été upgradé, mais c'est son premier vrai combat de champion dans cette caté-là. Moi, je sais pas. Enfin, honnêtement, c'est un combat qui me choque pas. Mais je suis pas hyper excité par le fight parce que Benavidez, on veut le voir contre un des deux extraterrestres. Mais je boude pas mon plaisir non plus. Il a pas pris l'adversaire le plus facile possible. Je crois qu'Anthony Yard a quand même une. Enfin, les gens se rendent pas compte de ce qu'est Anthony Yard et vraiment, c'était il y a un moment maintenant, mais refaites-vous le combat contre Beterbiev. Hein, il est sur YouTube. Ouais. Anthony Yard, c'est un sacré combattant. C'est un sacré combattant. Avant Bivol, c'était celui qui avait posé le plus de problèmes à Beterbiev. Hein, donc, enfin, c'est un vrai bon combattant qui est sur la fin, qui est voilà. Mais combattant aguerri, c'est un vrai light heavy. Pour moi, c'est un très bon combat pour Benavidez. C'est un combat qui va lui permettre d'asseoir un peu son statut dans la KT. Et j'espère voir une super perf de Benavidez parce que moi, c'est un de mes top 10 actuels, quoi. Non, mais en soi, tu as raison, hein, c'est pas un mauvais match en soi, mais en fait, j'ai l'impression d'être dans une boucle temporelle permanente avec Benavidez, du gars qui Il est affronte bloqué. jamais les gars qu'on veut qu'il affronte, tu vois. Malheureusement pour lui, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est Il aurait c'est pour ça tabassé que Canelo d'ailleurs. Enfin bref. on rappelle qu'il devait y avoir Beterbiev sur cette carte. Et il devait Ouais. même pas s'affronter alors qu'il devait être sur la carte. Enfin, t'as l'impression qu'il est C'est dans encore plus une heure. Ouais. cette boucle temporelle. Bon, les gars, on finit sur cette carte pour avoir juste un peu de temps pour parler quand même de ce qui va se passer lundi au Japon, à Tokyo, avec Tenshin Nasukawa, la star du kickboxing. Là, je vois Kabir comme Philippe, voilà, qui est ça, les yeux s'émerveillent contre Takuma Inoue, l'ancien champion de WBA et WBC par intérim à l'époque. Il avait été battu par Nordin Oumbali pour sa première défaite Ouais. quand il a tenté d'unifier les titres. Et champion de WBA battu l'an dernier par Seiya Tsutsumi pour perdre sa ceinture. Et donc, il s'affronte pour la ceinture WBC des bantams vacante. Ceinture laissée par Junto Nakatani qui est monté en Supercoque pour pouvoir faire son premier combat en décembre, puis affronter bien sûr Naoya au Tokyo Dome l'an prochain. 7-0 en carrière, Tenshin en boxe pro, c'est son 8e combat pro. Il peut devenir champion du monde, la superstar japonaise. Philippe, tout seigneur, tout honneur, tu as les deux visages derrière toi. Je sais que tu es team Takuma. Dis-nous ce qui t'excite dans ce combat et pourquoi Ouais. tu es team Takuma. Yes, bah, moi j'adore les deux. Hein. Je veux dire que la meilleure chose pour la boxe japonaise, c'est que Taichi remporte déjà son premier titre de champion du monde. Alors qu'il l'ait lundi ou que ce soit une prochaine fois, je pense qu'il sera champion du monde un jour parce qu'il est vraiment extrêmement fort. Et bon, bah, sa carrière en kickboxing, il n'y a pas besoin de revenir dessus, tout le monde connaît. Juste, ça fait 1 mois et demi que j'attends ça. Petit erratum de Kabir, Tenshin, jamais il a roulé sur Takeru. Il a vaincu Takeru, il lui a pas roulé dessus. Mais alors, pas du tout. Il y a le knockdown du premier round où effectivement il le chope. Le deuxième round, c'est genre égalité. Et au troisième round, Tenchi il combat pas, il glitch. J'adore parce que Tu l'as comparé à Crawford Stance. Je dis, j'ai une question avec la bire. Attends, Il a attends. gagné. Il peut prendre 10 minutes là ou pas? Non, mais j'adore cette intervention parce que le lendemain de l'émission, même pas quelques heures après, Philippe m'a envoyé un message et m'a dit la prochaine fois que je suis avec vous, Kabir, il va prendre pour cette comparaison et j'adore que ce soit en intervention directe. On n'est jamais d'accord au kick. En anglais, ça va, mais au kick, on n'est jamais d'accord. C'est pas grave. De toute façon, bref, on va pas. Sa carrière est quand même incroyable dans tous les cas. Et battre Takeru pour la fin de sa carrière en kickboxing, c'était vraiment la dernière chose à faire. C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus rien à faire. Donc lui, sa transition, il l'a vraiment faite. Par contre, sa transition en boxe, elle était intéressante parce qu'au début, on était tous un peu chauds sur Tenchi, parce qu'il a bien commencé. Et puis, les combats 4-5, on commençait à se dire, OK, ça va pour le moment, mais il n'y a plus trop de progrès. Et donc, on s'est un peu inquiété. Et finalement, les deux derniers étaient super bons. Donc, si je ne sais pas quel Tenchi, tu vois, on va découvrir. Est-ce que là, il fait encore de nouveau un pas en avant vers devenir vraiment un vrai pur boxeur méga dangereux? Ou est-ce qu'il est encore un tout petit peu trop jeune en termes de boxe pour Takuma, qui lui est un boxeur méga expérimenté, qui s'il n'a pas une arme nucléaire comme son frère dans les mains ou comme Tenshin, par contre, est meilleur dans toutes les autres catégories. Et moi, mon seul problème avec Tenshin, c'est que je trouve qu'il est fort en linéaire, c'est-à-dire 1-2 et en jab, il est bon.
mais il a du mal à suivre quand le mouvement se crée énormément. Contre Moloney, il avait été super bon là-dessus. Tu vois, même il le repoussait, il acceptait le combat à l'intérieur. Il imposait vraiment son physique et il acceptait d'aller à la guerre là-dessus. Moi, j'ai l'impression que juste pour faire vite, contre Takuma, ça va un peu trop vite pour lui. Il y a trop de solutions pour Takuma. Il peut combattre en reculant, en avançant, ou il peut combattre dans la poche. Et pourquoi je veux que Takuma il gagne? C'est parce que Takuma Inoue, c'est un mec qui est sous-estimé de fou, de par le fait que son frère soit le plus grand boxeur japonais de tous les temps, même devant Fighting Haradat. C'est que Takuma, c'est un vrai bête de boxeur. Ok, il n'a pas les highlights de son frère et tout, mais c'est un mec super, super fort. Et pour avoir, maintenant que je parle un peu japonais, suivi beaucoup d'interviews, de documentaires, il était dans une forme misérable contre Tsutsumi. Là, il est dans une forme physique, mais incroyable. Et Takuma, c'est un mec qui est un peu paumé entre vouloir aller à la bagarre, c'est un vrai bagarreur mais technique. Et son père, du coup, Shingo, veut qu'il reste toujours à distance, combattre proprement sans prendre des coups. Et le fait qu'il sache faire les deux, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse à Tenshin ce qu'il a fait à Conrad, qui était meilleur, qui est moins bon que Tenshin. C'est-à-dire 3 rounds, je suis dans les cordes, 1 round, je te tabasse à l'intérieur. Et je joue comme ça, et que Tenshin, lui, aura peut-être un plan ou deux sur lequel il repose, mais qu'il a moins d'armes que Takuma. J'ai quand même moi, j'ai cette impression que Tenshin, il a ce truc, quoi. Il a ce hit factor. Ouais. Il a ce Exactement ce que je veux truc. dire. Moi, j'ai noté la même phrase sur mon conducteur. Il y a marqué la phrase que tu as dit, Philippe Sark. Quel Tenshin t'as? Parce que sur les 2 derniers, les progrès entre les combats, ils sont quand même. C'est des gros pas, tu vois. C'est pas juste un petit pas en avant. Il fait des gros. Donc, qu'est-ce qu'on va voir là? Est-ce qu'on va voir une version Super Saiyan, tu vois, de Tenshin pour les petits cheveux blonds? Je dis ça, mais moi, j'ai l'impression que c'est. J'adore Takuma en plus, mais que tu vois, c'est pas la même catégorie de combattant. Je dis même pas que de boxeur, mais de combattant. Et que ce mec a un truc et qu'il est naturellement très doué, qu'il peut progresser, qu'il peut s'adapter. Et j'ai l'impression que le sens de l'histoire, c'est Tenshin qui bat Takuma, quoi. Et qu'on va voir ça. Mais je peux me planter parce que tu as raison, tu as des arguments et il a des arguments à faire valoir Takuma. Et puis alors, pour le coup, je comprends pourquoi tu veux qu'il gagne. Mais moi, je veux absolument que Tenshin y gagne. Enfin, et il y a trop d'histoires à écrire. Alors, Takei a plus la ceinture de Shiki Takei, puisque c'est Medina qui lui a pris. Mais tu peux faire demain, tu fais Tenshin Takei, ça se vend hein, avec leur passé en Bien sûr. G2 extraordinaire. On rappelle, on a parlé de Bam. Bam, il va monter hein, en bantam. Il l'a annoncé déjà, que ce soit après Kenshiro ou quoi. Donc, Bam, il va se mettre dans toutes ces histoires-là. Alors, même si c'est Tekken, donc avec Mr. Honda, ça va être compliqué d'organiser un combat comme ça. Mais t'imagines un Bam Tenshin au Japon, mon gars? La folie furieuse. Tenshin qui peut derrière même, parce qu'on sait qu'il a parlé quand même que faire Bantam, ce serait peut-être compliqué à un moment, monter en Supercoque, prendre pourquoi pas le vainqueur de Inoue Nakatani dans un truc de folie fin 2026. Enfin, il y a tellement d'histoires à écrire si Tenshin y gagne. Dylan, je te voyais réagir si tu veux donner ton avis, puis Kabir après. Ouais, je suis juste rapidos parce que je dirais pas plus que ce qu'a dit Pipa ou ce que tu as dit toi, mais moi je suis d'accord avec toi, je pense que Tenshin c'est un combattant, et là je parle pas effectivement de boxeur, je pense que c'est un combattant d'élite générationnel, que Takuma Inoue est un très bon boxeur, mais je pense qu'ils sont pas dans la même catégorie de combattants et que Tenshin aura les solutions pour battre Takuma. Voilà, moi c'est mon avis, je pense que Tenshin va battre Takuma. Kabir. Same, je pense la même chose que toi et je suis biaisé, hein, Tenshin, c'est comme je t'ai dit, hein, et je maintiens que Tenshin a roulé sur Takeru. Je maintiens, moi je suis dans Toi Kabir. Ouais, c'est pas grave, on va pas faire des débats, on va pas faire les débats. C'est le meilleur 98 devant Mbappé. Avant, je disais qu'ils étaient un peu ex-aequo, mais en gros, c'est un diamant pur, en fait. C'est un diamant pur. Et c'est super intéressant que Dylan, tu précises que c'est un combattant, en fait. C'est-à-dire qu'au-delà même, peu importe la discipline sportive, j'ai l'impression, enfin, de combat, il a ça. Il est né avec ce truc. Et Takuma, il a peut-être pas ce truc, même si ce sera certainement le Takuma dans l'une des meilleures formes physiques, techniques et d'un point de vue carrière qu'on aura. En fait, Tenshin, il aspire à des combattants et à des strates que Takuma n'atteindra jamais. Donc en fait, ne serait-ce que par ça, et la seule inconnue, c'est le fait que ce soit peut-être un combat qui est peut-être trop prématuré, mais c'est aussi à la hauteur de ses ambitions. Donc peu importe ce qui arrive, c'est vrai, il a des belles possibilités de perdre, mais peu importe ce qui arrive, ce combat, il sera formateur. Donc défaite ou victoire, ça va être un combat qui va l'amener encore plus loin qu'il ne l'est déjà, alors qu'il est tout juste à son 8e combat pro. Donc pour moi, ça va être un combat que j'attends énormément et je suis trop, trop, trop content qu'il soit diffusé en France. Un gros big up à Baba qui a fait la propagande et bon, on connaît les techniques qu'il a eu pour pouvoir avoir ses fights et un gros big up à lui et c'est cool qu'on puisse le voir. Philippe, je te laisse conclure, mais parce que tu as raison d'ouvrir cette parenthèse, ceux qui nous écoutent, sachez-le, c'est clair et net. S'il n'y a pas Baba, il n'y a pas ce combat sur la Match Il n'y a pas le fight. tout de suite. Et ce combat-là n'est pas diffusé en France, donc merci à toi, monsieur Baba Diagne. Philippe.
Ouais, et ouais, exactement, ça c'est super. Enfin, c'est une chance de fou qu'on puisse le regarder comme ça parce qu'il y a d'autres pays où il faut aller sur Facebook ou galérer. Je vois Top Rec, qu'ils allaient envoyer selon les diffuseurs où il faut se connecter. Enfin bref, c'est une galère à chaque fois. Donc, pour nous, c'est tranquille. Juste un truc sur Takuma et Tenshin, pour expliquer aux gens, parce que tout le monde n'a pas forcément suivi sa carrière en kickboxing ou a peut-être juste vu l'exhibition contre Mayweather, blablabla. Pour vous dire à quel point Tenshin il est important et immense au Japon, et même parmi ses compères, Takuma Inoue, il n'est pas motivé par redevenir champion du monde. Il est motivé, il dit c'est le combat de sa vie, il est bien de sa vie, parce qu'il veut battre Tenshin. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas de ceinture en jeu, il serait quand même tapé 4 mois de camp d'entraînement pour vous dire à quel point battre ce gars, même s'il est qu'à 7-0 actuellement dans sa carrière, comme c'est une star immense pour le monde, ça représente toi plus qu'être champion du monde. Donc, c'est quand même une dinguerie d'entendre, tu sais, il y a ça de dire, non, en fait, moi, juste déjà de battre ce mec, limite, ça ferait ma carrière, quoi. Et ouais, après, je suis d'accord avec vous, hein. Moi, j'adore Tenshin sur le fait qu'il a tu vois, c'est une star, il a ce facteur où tu te dis, bon, il va forcément, peut-être il va perdre 8 rounds, mais il va trouver un truc à un moment, il va forcer, il va réussir à avoir un finish. Surtout que Takuma, c'est un peu sur ce truc-là où, je dis pas qu'il est pas dur, hein, mentalement, mais tu vois, il a pas cette aura de winner, il a pas d'aura. Genre, c'est vraiment un dur travailleur et moi, je l'adore de fou. Je pense quand même que c'est encore un petit peu trop tôt et qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment quand même Takuma de par le combat contre Tsutsumi. Et de toute façon, si jamais il bat Takuma, il se fera allumer par l'autre frère. Ça, c'est sûr et certain. Donc bon, dans tous les cas, il est perdant, Tenshin. Oui, là, c'est un autre sujet, ouais, effectivement. Et très important de rappeler, puisque tu dis ça, si jamais ça se passe, Tenshin Naoya Inoue, Waouh. c'est plus important que Naoya Inoue et Junto Nakatani au Japon. Ah oui, oui, C'est un délire qu'au Japon. Fois 1000. Parce que c'est un Meilleur délire. kicker contre le meilleur boxeur. Parce que c'est une décision en plus. Si en plus il a battu le petit frère, qu'il est déjà champion du. Enfin, c'est un délire absolu, ce combat-là au Japon. Et on devra reprendre des tickets, les gars. Ça va être terrible, mais on devra retourner au Japon. C'est incroyable. Et dans cette caté, on sait que Tsutsumi affronte Nonito Donaire fin décembre pour la ceinture WHA sur la même carte où il y a l'unification de Kyosuke Takami contre Santiago d'ailleurs. Enfin, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui peuvent se passer. Une unification au Tenshin Donaire. Bon. Il est increvable, Donner, par contre. Ouais, il a 1300, 1400 ans. Tenshin Tsutsumi serait bien aussi. Takuma Tsutsumi pour une revanche unification si ça devrait se passer comme ça, c'est cool. Takuma Donaire avec le passé du frère aussi. Donc je te dis, bam, qui monte au milieu de tout ça. Il y a beaucoup de choses dans ces bantams et qu'on la transition après le départ de Junto. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'écrire et c'est très très cool, je trouve. Peu importe ce qui se passe. En tout cas, regardez ce combat et on va conclure, les gars, parce qu'après, je dois aller sur un autre enregistrement pour rien de cacher à nos gars. Mais bon, je pense qu'on a déjà un bon épisode là. On est déjà sur une bonne heure et demie. La boxe japonaise, dans ce cas-là, de meilleur sur cette même carte, quand même, Philippe. Tomoya Tsuboi, qui a une longue carrière amateur, qui est à 2-0 Exactement. seulement chez les pros. Troisième combat pro. L'adversaire en face, 10 rounds. On est chez les Superfly encore. C'est Carlos Quadras. Tranquille. Rien de grave. Qui est un petit peu âgé. Voilà. Le Quadras, qui est plus prime, mais le Quadras donc, de Rungvisai, de Oscar Estrada. Non, ça a un aéron immense. Voilà. Un des four kings des Superfly, tu vois. Ils vont Non, 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 trop de respect pour Quadras, mais je pense qu'ils ne l'ont pas invité pour le tablier. Non, c'est clair, mais sur l'affiche, c'est incroyable. À ton troisième combat pro, tu prends Quadras, quoi. C'est beau, on aime ça. Et il y a aussi Mikite Nakano et Riku Masuda qui veulent se placer, ces deux autres combats se placer chez les featherweight. C'est l'éliminateur pour Nakano IBF chez les feather qui est à 14-0 et pour Masuda, on est chez les bantams. Il est classé dans le top 8 dans toutes les fédés. Donc pareil, c'est un mec qui, Ouais, il est pas mal, ouais. voilà, qui va être un acteur aussi de tout ce qu'on vient de dire chez Dans quelques années, Voilà. carrément. Donc c'est soirée et carte hyper intéressante comme d'habitude pour le Japon et on en profite, on pourra le voir en France et non seulement il nous a permis de le voir mais il sera aux commentaires. Donc là-bas, Ça, c'est beau, ça. Allez. ce sera parfait pour suivre tout ça. Merci les gars, c'était un plaisir comme d'habitude de parler boxe avec vous et puis vu tout ce qu'on a annoncé, on a un petit épisode débrief qui s'annonce la semaine prochaine je crois, avec pas mal de choses à dire. Pipa, si t'es là, hein, la porte elle est ouverte pour le débrief, t'as fait la preview avec nous donc on t'attend. Yep. Pour nous débriefer tous ces combats qu'on aura vus. Avec grand plaisir. Kabir. Merci Monsieur Dylan. Bisous, bisous. Merci Pipa. Et on se retrouve très très vite dans Jab & Hook sur Jab Live. Salut à tous. Ciao ciao. Et n'oubliez pas, participez au concours. Likez, commentez et essayez de gagner Undisputed le jeu. Merci à tous. Ciao ciao.